Merci Géraldine. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Stéphane, merci Géraldine, Abel pour l'organisation, puis pour m'avoir convié. Donc ouais, comme disait Géraldine, on va passer 1h30, 1h45 ensemble pour parler d'intelligence artificielle, toujours avec cet angle un peu concret. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà venus à d'autres sessions qu'on avait pu faire. C'est vraiment toujours le parti pris que j'ai, en tout cas personnellement, quand je fais ce genre d'intervention. L'objectif, c'est de vous montrer concrètement, aujourd'hui, en mars 2026, ce que l'IA peut apporter pour nos PME, voilà, avec des cas qui peuvent nous concerner au quotidien. L'idée, c'est que vous puissiez repartir avec une vision claire du sujet et que vous puissiez passer à l'action, parce que c'est un peu le but. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léo. Moi, j'ai une société de conseil en stratégie digitale depuis 7 ans, qui s'appelle Léo. Je n'ai pas été super original sur le nom. Donc je fais du conseil en transfo digital et de plus en plus sur de l'adoption à l'intelligence artificielle pour les entreprises. Concrètement, je ne suis pas un technicien. Moi, j'ai plutôt un rôle de conseil et de chef de projet. Et je vais accompagner les projets de A à Z, en fait. D'abord sur le diagnostic, la recommandation stratégique, la sélection des bons outils, des bons prestataires, pour piloter tout ça. Et après, de l'accompagnement au déploiement. Donc, je fais du numérique depuis 20 ans maintenant. Ça fait 7 ans que j'ai ma structure. Et là, depuis quelques années, on parle que d'IA. Donc, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Ce qui fait que maintenant, c'est quasiment la moitié de mon activité. La particularité de l'approche, c'est qu'elle est transversale. Encore une fois, je ne fais pas que de la technique. Je regarde le business de mes clients, le contexte, leur marché, l'organisation, l'interne, les process, pour essayer d'avoir des recommandations qui soient concrètes et adaptées à leur situation. Voilà, et j'ai plutôt une posture de copilote. L'idée, c'est de ne pas m'imposer auprès des clients que j'accompagne, mais vraiment de les rendre autonomes. Voilà pour la petite parenthèse. Donc, ce que je vous propose sur l'heure et demie qui vient, c'est de faire 3 trucs. Déjà, essayer de comprendre ce qui change vraiment avec l'IA aujourd'hui en 2026, où on en est, et les impacts concrets. Donc, je ne vais pas aller sur les outils classiques qu'on voit depuis plusieurs mois. L'idée, c'est vraiment d'aller dans du concret. Ensuite, on verra ce que ça donne en vrai. Donc, je vous montrerai des exemples concrets qu'on peut avoir, pas des choses simples, mais vraiment des choses un peu plus compliquées. Et comme le disait Géraldine, on a la chance d'avoir 3 cas d'usage qui sont vraiment appliqués dans des entreprises de nos tailles, entre guillemets. Donc avec Anode, qui est une société qui est basée à New York, qui est une agence de marketing digital, DFM qui nous présentera la solution qu'ils proposent pour des industries, et Fabera, pareil, qui a une solution de chiffrage pour des bureaux d'études. Donc voilà, ils travaillent pour des petites boîtes et sur des cas vraiment concrets. Et l'idée, une fois qu'on aura compris ce qui se passe, qu'on aura vu comment ça fonctionne, l'objectif, c'est que vous puissiez vous passer à l'action dans vos boîtes respectives. Donc l'idée, c'est de vous donner un peu de conseils sur la méthode, comment faire, que vous soyez une petite structure ou une grosse structure, et aussi de vous donner des pistes pour vous organiser et financer ces projets. Donc il y aura des personnes de mes aides publiques qui viendront présenter toutes les aides qui existent aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. C'est bon pour vous ? Ok. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, vous levez la main, je vous passerai la parole. L'idée, c'est que ce soit un peu interactif. Alors juste avant de commencer, j'aime bien faire ça sur toutes les interventions que je propose, c'est à main levée, qui a déjà utilisé de l'IA dans la salle ? Voilà, ok. Plutôt ChatGPT ? Claude ? Ok, Mistral ? Autre chose ? Gemini, ok, ouais, ok. Et est-ce qu'il y en a qui l'utilisent au quotidien, c'est-à-dire au quotidien ou plusieurs fois par semaine, vraiment, ok, pas mal. Et est-ce qu'il y en a qui l'ont vraiment intégré dans leur process métier, c'est-à-dire dans votre façon de travailler? Aujourd'hui, il y a de l'IA et c'est vraiment ok. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Okay. L'idée, c'est de voir comment, justement, on peut passer de « je l'utilise régulièrement », un peu de façon ponctuelle, anecdotique, ou alors pas forcément organisée, à des méthodes beaucoup plus avancées. Donc, quand on parle de ChatGPT, aujourd'hui, on ne parle plus trop de ChatGPT. On l'a vu, c'est à peu près un quart d'entre vous qui utilisent cette solution. Donc, on parle des LLM. Les LLM, c'est clair pour tout le monde. Tout le monde est à peu près à l'aise avec le terme. Modèle de langage, en gros, ChatGPT, Gemini, Claude, c'est des modèles de langage. En fait, c'est un peu la partie visible aujourd'hui de l'IA, et c'est la partie qui a permis, qui a fait en sorte que ce soit vraiment accessible du grand public. Tout le monde a découvert l'IA grâce à ces outils-là. Pourquoi ? Parce que c'était extrêmement simple à utiliser. J'avais une interface de chat, je posais une question, j'avais des réponses. D'accord ? Par contre, si on prend un peu de recul là-dessus, c'est que ChatGPT, Mistral, Claude, c'est LLM.
En gros, ils ont quoi comme capacité? Ils sont en capacité de générer du texte. Ils manient très très bien la langue, ou les langues même, parce qu'ils parlent toutes les langues. Ils manipulent les images. Ils sont capables de voir, d'analyser des images et même de créer des images. Ils font la même chose sur de la vidéo. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais en tout cas, je suis sûr que vous avez déjà vu des vidéos générées par IA. Ça génère de la voix, ça génère du code informatique, ça analyse de la donnée, ça manipule des documents, ça en crée, ça les lit. Et ça peut même aller jusqu'à faire de la réflexion sur nos process métiers. Donc ça, en fait, c'est toutes les capacités qu'ont ces petits outils-là qu'on utilise au quotidien. Mais en gros, si on prend un peu de recul, hop, dans une tâche concrète, sur ce que vous me dites là, l'usage que j'imagine, c'est vous avez un process métier, je vais prendre un exemple, allez, je reçois un mail d'un client, il faut que je lui fasse une offre. Mais en gros, si je décompose mon travail, je peux décomposer ça en 5 tâches. La première, je prends le mail de mon client, j'essaye de comprendre. La deuxième tâche, je vais aller creuser, regarder qui il est, chercher de l'information, trouver de l'inspiration, peut-être avec des outils. Et là, souvent, ce que je fais, je vais faire des allers-retours avec mes outils d'IA pour aller chercher ces infos, essayer de la synthétiser, etc. Je vais faire ma recommandation commerciale, ma proposition, donc là, dans mon logiciel métier. Puis après, je vais peut-être réutiliser l'IA pour faire un mail qui va bien, donc ça va me prendre peut-être une vingtaine de minutes et je vais envoyer mon mail. Donc ça, c'est un peu l'usage sporadique, ponctuel qu'on peut avoir. Si on prend un peu de recul, en fait, à partir du moment où on commence à intégrer ces outils d'IA dans nos process avec notre contexte, le paradigme, il change un peu. C'est-à-dire que je fais des instructions qui me prennent 5 minutes sur la base de mon document, enfin de l'entrant que j'ai. Je confie une tâche à l'IA qui va prendre 5 minutes à exécuter, et encore, je suis très large quand je dis 5 minutes. Il va venir me solliciter pour me dire, est-ce que je suis sur la bonne voie? Ça va me prendre 5 minutes pour le recadrer. Il va finaliser, je vais pouvoir l'envoyer. D'une tâche qui me prenait ici quasiment 2 heures, je peux basculer sur une tâche qui me prend plus que 20 minutes. D'accord? Le temps est divisé par 6, c'est un exemple, mais je vous montrerai des exemples concrets de ça tout à l'heure. À partir de là, en fait, ça commence à questionner ce que fait vraiment l'IA dans nos métiers. Et en gros, ce qui est en train de se passer, c'est que l'exécution, notre capacité d'exécution, à nous, êtres humains, en fait, c'est en train de devenir une commodité. D'accord? Avant, je passais du temps, je facturais du temps à mes clients, du temps passé pour aller rechercher de l'information, produire des choses, produire des rapports, etc. Maintenant, j'ai un outil qui me permet de le faire en un temps record. Donc la question que ça pose, c'est quoi notre rôle à nous, maintenant, en tant qu'être humain, en fait? Elle est où notre valeur ajoutée? Elle est sur notre esprit de synthèse, notre expérience terrain, notre connaissance de nos clients, du marché, tout ce qui fait un peu notre spécificité. C'est juste qu'on a un outil qui est là et qui devient ultra puissant. Donc ça, c'est super important de comprendre quelque chose, c'est que là, en fait, en quelques mois, il vient de se passer ça. C'est l'exécution, vraiment, devient une commodité. Je fais un parallèle, je ne sais pas si vous connaissez cet homme-là, Robert Solow, prix Nobel d'économie, en 87, disait « On voit des ordinateurs partout, sauf dans les stades de productivité ». En 87, il disait ça. Qu'est-ce qui s'était passé là pour remettre le contexte? Dans les années 70-80, tout le monde s'équipe, on investit beaucoup d'argent dans l'informatique, mais en fait, on n'adapte pas les méthodes de travail. C'est-à-dire qu'on a des PC sur nos bureaux, mais pour autant, on ne sait pas les utiliser, on fonctionne toujours comme avant. Et en fait, il n'y a pas de résultat dans les entreprises. Il faut attendre les années 90 pour que ça commence à exploser et tous ceux qui avaient un peu essuyé les plâtres, investi, commencent à avoir les retours sur investissement et des nouveaux modèles qui apparaissent. Mais en fait, en 2026, on est un peu là. On est un peu dans ce paradoxe-là de la compétitivité, c'est comme ça qu'il appelait ça. En gros, l'IA, elle est un peu partout, tout le monde en entend parler, ça intéresse tout le monde, vous êtes très nombreux ce soir, mais en fait, concrètement, dans les résultats de nos boîtes, on ne le voit pas beaucoup. Et il y a une étude là, qui est sortie il y a 2 mois, là, en février, de Fortune, du magazine Fortune, qui disait que la majorité des dirigeants qui avaient vraiment investi dans l'IA n'avaient pas encore de retour sur investissement. Donc du coup, ça pose la question, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller? D'accord? Donc on reproduit un peu les schémas qu'on avait il y a 40 ans avec l'informatique. On a l'impression qu'il faut y aller, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Pour autant, sur le terrain, les résultats ne sont pas vraiment là. La différence avec l'IA, c'est que ça va très très vite. S'il y en a qui ont déjà vu des présentations, je présente souvent cette image. Là, ce que vous avez, c'est l'évolution de l'IA en un peu moins de 2 ans, sur une même consigne, sur de la génération de visuels. L'image, c'était ici, fais-moi un pêcheur avec son chat. Une photo d'un pêcheur avec son chat. Là, on était en février 2022, et là, on a donc c'était sur Midjourney, je ne sais pas si vous connaissez cet outil. En fait, entre février 2022 et décembre 2023, on est passé d'un résultat qui est complètement absurde. Si on zoome sur l'image, le chat, il n'a même pas de nez, il n'a rien du tout, à une photo réaliste qui aurait pu être prise par un photographe.
Là, c'est pareil, on a un autre cas sur le portrait, je crois que c'était le portrait d'un geek type... on voit que là, il s'est passé ça en moins de 24 mois. En moins de 24 mois. Donc souvent, on entend dire « Ah oui, j'ai testé, c'est pas terrible, etc. » Non, vous avez testé à un moment, essayez maintenant. Je vais montrer aussi sur la vidéo. Souvent, on a dit ouais, les vidéos générées par par IA, c'est pas forcément qualitatif. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu ça. Alors je sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. L'étalon pour mesurer la qualité d'une IA vidéo, c'est Will Smith qui est en train de manger des spaghettis. Je ne sais pas pourquoi. Donc en gros, c'est la même chose. Ils lui donnent un prompt, ils lui disent fais-moi une vidéo de Will Smith qui mange des spaghettis. Et là, vous allez avoir l'évolution en 2024, 2025 et 2026. Et comment je mets du son ici? C'est là. Donc là, je fais une pause. Vous avez vu la première, les spaghettis se mélangent au visage, c'est absurde. Là, on a plein de pâtes. Là, les mains sont bizarres. Ça, c'était en 2025. C'est déjà beaucoup mieux. Mais là, on n'a pas la consistance et la cohérence entre le visage et puis, bon, et c'est pas toujours le même visage. Et là, il mange un burger n'importe comment. I'm still eating the spaghetti in 2025. So have you heard of Clean? Et ça, c'est en 2026. I heard it can create multiple scene cuts like this with a single prompt. Changement de plan, une image parfaite, de la cohérence entre les personnages, des voix qui sont les vraies synchronisées, And it knows when to cut to. et un rendu qui est bluffant. But did you know that all this audio was also generated with the same prompt? Bref. I guess I didn't, sir. Study hard, kid. D'accord? Donc tous ceux qui ont dit oui, la vidéo, on n'y est pas encore, il s'est passé 2 ans entre ces différentes productions. C'est pareil sur tous les secteurs. D'accord? Le code informatique, c'est pareil, l'analyse de documents, c'est pareil. Bref, ça va très très vite. Et en fait, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là, quand je disais que ici, là, l'IA est partout sauf dans les résultats de nos entreprises, bah oui, c'est une innovation technologique qui bouge, enfin qui va avoir des impacts. La différence, c'est que Internet, l'informatique ont eu des impacts. Ça a mis du temps à s'intégrer dans nos entreprises. En fait, là, la vague, elle arrive assez vite parce que la technologie va très très vite. Et là, il y a une étude d'Anthropic. Anthropic, c'est la boîte qui édite le logiciel, enfin l'IA Claude. Ça parle à tout le monde, Claude, hein, l'équivalent d'un chat GPT. Et ce schéma, il est super intéressant. En gros, ça montre sur tous les métiers, je ne sais pas si vous avez arrivé à lire en haut, donc c'est une étude de 2026, c'est très récent, c'est sur les données d'usage réel de l'outil par cette boîte-là. Il y a énormément d'utilisateurs. Et en gros, ça regarde métier par métier, le potentiel théorique que l'IA pourrait couvrir sur un métier. Donc en fait, quand on regarde ça là, sur du management, il dit que... Alors le management, ça peut se questionner, mais 95% des tâches, hein, le diagramme araignée, tout en haut, c'est 100%. Donc 95% des tâches, ou 90, pardon, des pourcents des tâches de management pourraient être déléguées à une IA. D'accord? Aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Sur l'impact réel, on est à 0. Si on regarde, je ne sais plus où c'est, l'informatique, computer, ici, là, c'est quasiment 95% des tâches qu'on fait aujourd'hui en informatique, en développement informatique, qui pourraient être assurées à 100% par des IA. Aujourd'hui, dans l'utilisation réelle, si on analyse les données, on n'est qu'à 36%. Mais ce qu'on voit surtout sur ce diagramme-là, c'est qu'il n'y a pas que les métiers techniques dans le développement qui sont concernés. L'architecture, le business, tous les cols blancs en fait. C'est un peu la révolution industrielle de ce siècle. C'est, en fait, tous les métiers un peu col blanc sont concernés potentiellement par ça. Le légal, donc tout ce qui est le domaine juridique, peut être en grande partie assuré grâce à des outils d'intelligence artificielle. Les arts, et après on a des secteurs qui sont un peu plus protégés, l'agriculture, la construction, l'installation, ça paraît évident. D'accord ? Mais c'est quand même inquiétant, parce qu'en fait on voit le potentiel réel, et on voit qu'il y a un gap qui est énorme entre les deux. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce gap, il va se résorber petit à petit, au fur et à mesure de l'utilisation. Ça peut questionner quand même sur l'emploi, parce qu'on peut se dire, oui, mais est-ce que sur l'emploi, il n'y a pas un risque ? Pour l'instant, non. Quoique, il y a quelques signaux faibles. On voit sur les métiers, notamment dans le développement, il y a une baisse de recrutement de 14%, je crois, sur les dernières années, sur les juniors.
Les jeunes de 22 à 25 ans, en fait. C'est-à-dire que toutes les tâches un peu faciles qu'on confie à des jeunes stagiaires, plutôt que de les confier à des jeunes stagiaires ou autres, ou des jeunes diplômés, en fait, on les confie plutôt à des IA. Donc ça, c'est les signaux faibles qui commencent à arriver. Donc c'est pas neutre. Donc personne n'y est, mais en tout cas, ça commence à toucher tous les métiers. Et l'IA, j'insiste aussi là-dessus, c'est pas que des opportunités, il y a aussi beaucoup d'impacts négatifs. L'écologie, je ne sais pas si vous avez conscience de l'impact du numérique en termes d'écologie, mais l'IA est très énergivore, demande énormément de ressources pour refroidir les machines qui font tourner toutes ces IA. Ça demande aussi, ça nécessite des minerais pour fabriquer les composants qui font tourner les machines, etc., enfin, qui sont sur les machines. Donc ça a des impacts écologiques énormes. Je crois que Google, c'est plus 17% de consommation d'eau les dernières années. Microsoft, c'est plus 35% de consommation d'eau ces dernières années. Donc c'est pas neutre du tout. L'IA va permettre de faire des progrès là-dessus, mais elle a quand même un impact considérable. Des biais. En fait, l'IA, je ne fais pas trop de théorie là-dessus, mais l'IA s'est construit sur l'accumulation et l'analyse de toutes les données en gros produites par l'être humain. D'accord ? ChatGPT a digéré tout le web pour être ChatGPT et pouvoir ressortir les informations qu'il ressort. Mais en gros, en faisant ça, il a enregistré tous les biais de l'humanité. Je prends un exemple concret. Amazon a testé de déployer une IA pour analyser ses CV. D'accord ? Et bien en fait, il s'est rendu compte, l'IA a analysé toutes les données. Voilà les CV, voilà les personnes en poste. Et en fait, le truc, c'est que tous les postes techniques étaient occupés en majorité par des hommes. D'accord ? Et en fait, quand il y a une femme qui arrivait qui voulait postuler un poste technique, non, tu ne rentres pas dans les modèles qu'on a appris. Donc en fait, l'IA a reproduit tous les biais ici. Donc bien sûr, ils ont arrêté l'expérimentation. Mais en tout cas, voilà, il faut être conscient que l'IA porte tous les biais qu'on peut avoir nous en tant qu'être humain. Le sujet de désinformation, il y a eu on est en pleine période électorale. L'IA permet de produire de la vidéo, de produire des contenus, de produire en quantité astronomique et bien souvent à des fins de désinformation. Et je crois que j'avais lu une stat, il n'y avait que 9% des adultes qui étaient en capacité de détecter une deepfake, une vidéo générée par de l'IA. Et aujourd'hui, on est inondé de faux contenus, etc. Donc, il faut être vraiment très vigilant à ça. Je pense il y a plein de sujets là-dessus, et donc de la manipulation de masse, etc. Donc, l'IA permet ça, il faut en être vigilant. L'IA aussi va augmenter, je pense, la fracture numérique. Aujourd'hui, on a beaucoup de publics qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'utilisation du numérique. Et en fait, cette fracture va se renforcer avec l'utilisation de l'IA. Elle va profiter à ceux qui sont déjà à l'aise avec l'outil et au détriment de ceux qui sont un peu en difficulté. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Ouais, non, c'était à peu près tout là par rapport à la fracture numérique. Des sujets de souveraineté, pareil, gros sujet d'actualité en ce moment. La souveraineté, il faut savoir que le top 4 des outils aujourd'hui, c'est des outils américains ou chinois. Google, ChatGPT, enfin OpenAI, Anthropic et DeepSeek. DeepSeek qui est un équivalent chinois. En 5e, on retrouve Mistral. Mistral qui est l'outil français, européen, qui est très puissant, open source, etc., mais qui n'est pas encore au niveau des autres. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on utilise principalement des outils qui sont détenus par des entreprises américaines. Dans le contexte géopolitique actuel, ça peut poser question. Et outre les outils qu'on utilise, c'est toute l'infrastructure qui va derrière. En fait, c'est les Américains qui ont vraiment toutes les infrastructures, une bonne partie des infrastructures qui font tourner ces outils-là. Donc, il y a des vrais sujets de souveraineté. Et juste par rapport à ça, là, je parlerai de l'outil qui s'appelle Claude tout à l'heure. Dans le cadre des opérations qu'on lit au Moyen-Orient en ce moment, Donald Trump a demandé à avoir accès à la puissance de calcul de Claude pour accompagner ces opérations. La société a refusé, donc c'est plutôt un bon signal côté éthique. Trump a dit « on interdit l'utilisation de Claude pour toutes les instances du gouvernement et pour tous nos prestataires ». Ça devient un moyen de pression et une vraie arme économique. Et ensuite, des sujets de propriété intellectuelle aussi. Les modèles ont été entraînés sans aucun consentement. Ils ont aspiré tout le web sur des données qui étaient potentiellement privées. Donc là, il faut être vigilant, surtout quand vous allez l'utiliser sur des cas concrets pour vous, à ne pas injecter dans les IA, des outils d'IA, des données qui sont vraiment privées, sensibles, ou qui relèvent de la propriété intellectuelle par rapport à vos entreprises. Voilà, il faut vraiment être vigilant et être conscient de ces impacts-là. C'est un formidable outil de productivité, mais qui emmène avec lui énormément de risques
Et vu que ça va très vite, il n'y a aucune régulation ou la régulation met du temps à arriver, donc c'est un petit peu flippant. Ouais. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Vous voyez un petit peu le sujet. L'IA, ça va vite, l'exécution devient une commodité, il y a des impacts potentiellement négatifs. Maintenant, j'aimerais bien vous interroger sur quelques vrais ou faux, donc j'ai donné des éléments de réponse déjà, sur des idées reçues qu'on peut avoir sur l'IA. Est-ce que vous pensez que l'IA va remplacer vos salariés? Non? Ouais, c'est bon. En fait, l'IA, vraiment, aujourd'hui, elle remplace des tâches. D'accord? Elle ne va pas remplacer un poste à 100%, elle va vraiment faire des tâches. Comme on l'a vu tout à l'heure, on montrera d'autres exemples. Par contre, elle transforme nos métiers. On va travailler différemment. Les personnes que vous allez recruter vont travailler différemment. Ceux qui sont chez vous vont devoir s'adapter pour travailler différemment. Mais ce que je disais tout à l'heure, quand même, ça ne remplace pas, mais ça incite à moins embaucher quand même sur certains sujets. Dans les métiers exposés, donc vraiment c'est des métiers tech, sur le digital, etc., ben on voit qu'il y a moins d'embauches ces dernières années dans les métiers exposés. Est-ce qu'il faut un gros budget selon vous pour faire de l'IA? Pour intégrer ça? Non? Ouais. Vous avez raison. En fait, un outil d'IA professionnel, on parlait de tous les exemples tout à l'heure, c'est 20 € par mois par personne. En gros, c'est le prix des licences. En fait, pour commencer, vous pouvez déjà avoir des gros gains à ce niveau-là, rien qu'en utilisant des outils comme ça. Alors, en fait, le vrai investissement, parce que c'est pas, ça ne coûte pas non plus rien du tout, ça va être sur de la formation et de la réorganisation. Comment s'adapter, comment embarquer mes collaborateurs, comment faire ça dans un cadre sécurisé. Voilà. Donc, ce n'est pas des coûts faramineux, il n'y a pas besoin de s'équiper, il n'y a pas besoin de mettre un ordinateur derrière chaque personne. Pour autant, il y a quand même quelques jours d'accompagnement, de mobilisation et d'utilisation régulière pour commencer à comprendre comment ça fonctionne et après passer à l'action. Alors souvent on entend ça, l'IA ça hallucine donc c'est pas fiable. J'ai utilisé l'IA, ça m'a donné ça m'a sorti des données qui étaient complètement à côté de la plaque, fausses, etc. J'ai pas confiance. D'accord ou pas? Non? Ok. C'est vrai, l'IA ça hallucine, on parle souvent d'hallucination, c'est un terme qui revient souvent. Mais en fait vous aussi, enfin je vous dis vous, mais moi aussi, en fait nous aussi on peut se tromper. Je peux faire une erreur dans un chiffrage, mon comptable peut faire une erreur de saisie, et en fait on ne remet pas le poste en cause pour autant. Par contre, avec l'IA, on peut limiter ces hallucinations-là en utilisant la bonne méthode, en ayant des bonnes données d'entrée et en encadrant bien. Donc c'est juste une question de méthode pour être plus sûr des résultats qu'on va avoir. Mais c'est vrai que si j'utilise quelque chose de vraiment, si je donne une question vague, j'aurai une réponse vague et potentiellement fausse. Et ce qui est important aussi, c'est de toujours inclure des vérifications systématiques. On peut vite tomber dans ce travers-là de travailler avec l'IA et puis hop, je passe à autre chose, j'envoie à mon client. Non. Prenez vraiment ce réflexe de vérifier, on tombe très vite dans le piège de tout déléguer, de faire confiance et des fois à tort. J'ai déjà testé, c'est nul. Est-ce qu'il y en a qui se sont dit ça? Non, personne, plus maintenant. Ça, c'était des choses qu'on entendait beaucoup au début. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on fait une question vague, si on lui demande quelque chose de vague, la réponse sera vague. D'accord? Ce matin, j'étais avec des clients là, qui me disent « Ah bah ouais, mais j'ai fait un truc, là, regardez le résultat ». Mais à aucun moment on lui a donné du contexte, le détail de la tâche, qui j'étais, ce que je voulais faire, le résultat attendu. C'est normal que le résultat ne soit pas parfait du premier coup, en fait. L'idée, c'est de choisir le bon outil, mettre le bon contexte, donner des exemples de rendu, itérer, tester, etc. Et là, on arrive à des résultats de qualité. Et ce qui se passe, en fait, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les outils vont très vite. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les outils arrivent à cadrer un petit peu et à être de mieux en mieux du premier coup. Est-ce que c'est un truc de jeune? Non, on est d'accord. Et en fait, c'est même le contraire. Franchement, moi, dans le constat que je fais au quotidien, je trouve que ceux qui en tirent le plus profit, c'est ceux qui connaissent très bien leur métier. En fait, quand on connaît bien son métier, quand on a cette expérience, quand on a le savoir-faire, etc., et en fait, c'est là où on arrive à tirer vraiment le potentiel. Parce que toutes les tâches à faible valeur ajoutée, on peut les déléguer à l'IA. Et après, en fait, nous, on se concentre vraiment, là, on est focus et on a cette intuition qui va bien. Là où des jeunes, ils vont être plus à l'aise sur les outils, ils vont faire des automatisations, mais en fait, ils ne vont pas avoir cette expérience-là. Et c'est là où le bas blesse un petit peu. Parce que l'IA, vraiment, il faut comprendre ça, elle a besoin de données, elle a besoin de contexte. Et ce contexte, c'est vous qui l'avez. OK? On voit des exemples? C'est parti. Donc, ce que je vous propose, là, on va voir 5 sujets. 2 que je vais faire sur mon PC, là, pour vous montrer un petit peu l'état de l'art des outils du marché. Et après, donc, on fera intervenir les intervenants, vu qu'ils sont là pour ça. Donc, ici, je vais vous montrer
l'analyse d'un dossier d'appel d'offres. Alors, je vais partager un autre contenu et je vais partager ça. Et ça ne marche que pour la visio. C'est là. OK. Non. Tchouk, tchouk. Ah oui, il faut que je fasse ça, pardon. Changer. Hop, 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 et hop. Voilà. Vous connaissez cet outil? C'est Claude. On en a parlé tout à l'heure, d'accord? Donc Claude, c'est un équivalent de ChatGPT où je vais avoir des interfaces de chat ici, où je vais pouvoir échanger avec lui. Et là, ça c'est un outil, Claude me permet de faire du code aussi, et là ils ont sorti sur la version payante un outil qui s'appelle Cowork. Cowork, c'est quoi? C'est une sorte d'assistant personnel à qui je vais pouvoir confier des tâches. Ok? Je vais vous montrer un exemple. Et la particularité jusqu'à Cowork, c'est qu'il va pouvoir travailler sur mon poste, en local. Ok? Donc je vous montre ce que je fais. Je ne l'ai pas contextualisé, hein. Il sait qui je suis, etc. Mais là, en fait, sur le sujet que je vais vous montrer, je ne lui donne pas plus d'infos que ce que je vais vous montrer là. Je vais aller chercher sur mon poste, ici. Donc là, vous voyez, c'est que des dossiers qui sont sur mon ordinateur. Je vais choisir un autre dossier. Et là, je vais lui dire... Ouais, si vous voyez ça, c'est bien. Pardon. Hop. Je vais aller regarder ce dossier. Dans ce dossier, j'ai un appel d'offres, un vrai appel d'offres hein, dans le BTP. Vous voyez, j'ai 17 lots. Et les dossiers, c'est à chaque fois un PDF et des fichiers Excel. J'ai mes pièces communes. Ceux qui répondent à des appels d'offres connaissent. Hein. J'ai des CCAP, des clauses techniques, des RC, etc., etc. Donc là, j'ai peut-être 50 documents. D'accord? Donc ce que je fais, je lui dis, OK, là, on va bosser maintenant dans ce dossier-là. Et là, vous voyez, il me demande mon autorisation pour faire ça. Parce qu'en fait, là, je lui donne les clés de ce dossier. Il va pouvoir aller regarder mes documents, les modifier, en créer d'autres. D'accord? ChatGPT, il ne fait pas ça. Et là, je peux lui donner une autorisation ponctuelle ou toujours autoriser cet outil. Je l'autorise ponctuellement. Pardon, si j'en avais un autre, lui, je le décoche, c'est pour le cas d'après. Et là, je vais lui faire un prompt que j'ai anticipé. Pas du tout. C'est celui-là. Voilà. Donc, voici le CCTP, le règlement de consultation d'un appel d'offres BTP avec 17 lots. Je veux une synthèse des exigences techniques clés, critères de sélection et pondération, les délais importants, les points d'attention, risques pour un candidat. Et je lance. Là, il est parti pour travailler pendant 5 minutes. Donc, je vais meubler ou lancer d'autres choses pendant ces 5 minutes-là. Et là, en fait, on voit ce qu'il fait, la réflexion qu'il a. Donc, il me parle. Hein. Vous voyez bien, vous voulez que je zoome un peu? Je vais d'abord lire les documents que tu as fournis. Donc là, en fait, il est en train de lire... donc, il parle en anglais, mais je peux voir le détail. Donc là, il parle en anglais, j'ai besoin de lire, nanana. Donc là, il va regarder les PDF, il va les chercher, il va aller creuser un petit peu dans tout ça. Et là, vous voyez, il met « Update to-do list ». Quand je parlais tout à l'heure de capacité de raisonnement, en fait, je lui ai demandé ça, lui, il s'est fait sa liste de tâches à faire. Il va lire le règlement de consultation, lire le CCAP, lire les CCTP par lot, synthétiser les exigences techniques, etc., etc. Et là, il est en train de faire ce boulot-là. Je vais le laisser faire et puis on va aller travailler sur autre chose, d'accord ? On reviendra ici. Et tout ce que vous lui avez donné comme document, ça lui appartient maintenant. Alors là, en fait, je travaille en local sur mon poste. Je travaille en local sur mon poste, d'accord? Donc lui, il va interroger son intelligence. Après, c'est un appel d'offres public. Donc, mais là, il est en train d'analyser tous ces documents. Il va me faire une synthèse sur mon poste. Les documents restent là. Il est en train de les lire sur mon poste. Donc les données sortent pas. Comment ça sûr de ça? En fait, c'est les outils... là, c'est sur une version payante de Claude. Et en fait, quand vous regardez dans les conditions tarifaires de chaque... il explique si les données sortent ou s'il les utilise pour entraîner ses modèles. Non, mais il n'y a que Claude qui va proposer de travailler sur le poste. Ouais. Les autres... Les autres, moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lui, c'est vraiment... moi, c'est devenu mon outil principal. Donc là, vous voyez, il est en train de travailler. Il est en train de lire tous les documents. Là, donc il est en train de faire sa petite vie. Donc je vais le laisser faire et puis on va faire une autre tâche. Hop. L'autre démo que j'avais, c'était... je ne vais pas rebasculer sur les slides, ça ne sert à rien. C'est un exemple que j'ai pris ce matin là, avec une boîte que j'accompagnais. Ils travaillent dans le métal. Et en fait, ils reçoivent des devis de fournisseurs. Et je vais vous montrer. En fait, on va lui demander de faire un comparatif de devis. Hop. Pareil, il me demande mon autorisation pour ouvrir ce dossier-là. Pardon, c'est que j'ai ma fenêtre. OK. Je décoche ça. Donc là, vous voyez, je change de contexte et puis je vais lui donner mon prompt.
je voudrais juste avant vous montrer les devis en question. Je vais faire... Mais votre il est mémorisé. Non, en fait, c'est que j'ai un copier-coller. J'ai tout ce que j'ai en copier-coller en mémoire sur mon poste. Mais c'est voilà, j'aurais pu le taper. C'est pour aller plus vite. Je vais afficher tout l'écran et je vous montre juste les documents que je lui demande d'analyser ici. Hop, devis. J'ai ce tableau-là. D'accord, donc là on est dans la métallurgie, j'ai plein de références avec des épaisseurs, des longueurs, bref, des conditions de vente, etc. etc. Ça c'est mon premier document, un document PDF. Deuxième document, un document Word, avec un tableau, mais organisé, structuré d'une autre façon. D'accord. Troisième document, fichier Excel. Pareil, un peu différent, avec plusieurs onglets et une mise en forme différente et une organisation différente. D'accord? J'ai pas pris un cas facile. Hein. Et donc là, ce que je lui demande, je reviens ici, j'ai 3 devis de fournisseurs différents pour des tôles. Je suis une entreprise de négoce métal et de découpe laser. Ça sert à rien ça. Je veux un tableau comparatif harmonisé, fournisseurs, prestations, etc. Les écarts de prix significatifs en évidence et les points d'intention. Je vais lui demander, pose-moi des questions. Si tu en as. Ça, c'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'interagir et de bien travailler ses instructions. Donc là, c'est pareil. Il est parti pour mouliner pendant 5 minutes et je vous montrerai le résultat juste après. Je vais revenir à mon autre cas. Il a fini pendant qu'on parlait. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Ah mince. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Je n'ai même pas regardé. Les fichiers du dossier. Ah, réessaye. Tac. L'effet démo. Donc là, vous voyez, je reviens, je rebascule sur l'autre conversation, là, avec les comparaisons de devis. Il me pose des questions. Ce que fait pas forcément. Donc là, il me dit, tu veux quoi? Sous quel format les 3 devis? Je mets, ils sont dans le dossier. Quel format de sortie pour le comparatif? J'aimerais bien un tableau Excel. C'est bon, il a tout ce qu'il faut pour bosser. Et il est parti. Pareil, il va faire sa liste de tâches, il va aller lire les dossiers, il va me créer un fichier Excel et me faire le tableau comparatif. Ça, concrètement, c'est vraiment des sujets qu'on peut traiter dans nos boîtes tous les jours. C'est-à-dire qu'il peut transformer un PDF en Excel. Vous allez voir le résultat. Vous allez voir le résultat, il est vraiment bluffant. Le résultat est bluffant. Donc ça met un peu de temps. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Donc autoriser, choisir un dossier, pourquoi il ne veut pas? Hop, document AO, je vais mettre pièce commune. Ouvrez. Donc là, il n'avait pas accès au dossier. Hop. Et donc là, vous voyez, faut vraiment comprendre que lui, il est dans un mode de tâche. Et en fait, pendant que j'ai lancé cette tâche-là, moi, je peux commencer à me concentrer sur autre chose, en fait. Et là, je vais revenir quand il aura fini. Et là, vous voyez, il est en train de faire sa petite vie. Là, j'ai bien le PDF. Maintenant, je veux extraire les autres fichiers. J'ai toutes les données. Les 3 fournisseurs sont blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, il a fait sa première étape. Maintenant, il va construire le fichier Excel. Il se lance. Et ensuite, ce qu'il va faire, vous voyez, la 3e étape, ça c'est intéressant aussi, vérifier le fichier et corriger les erreurs éventuelles. Il va aller analyser son travail et corriger. Donc là, la petite démarche, elle va mettre peut-être 5 minutes. Mais quand vous allez voir le niveau de rendu, ces 5 minutes qui auront été bien investies. Et lui, est-ce qu'il s'en sort, du coup? Excusez-moi. Oui. Il y a toujours cette question de sécurité de données. J'entendais Ouais. avoir une question, moi j'ai la même. J'ai des données qui sont protégées. Je me demande si je les mets là-dedans, par exemple, pour faire le document d'un client. Ouais. Et je ne sais pas, j'ai quelques planches dans des dossiers complets qui sont intéressantes à imprimer. Donc je dis, tiens, tu m'imprimes ce qui est demandé dans la demande initiale. Ouais. Plutôt que de moi m'amuser à tout ouvrir, à sortir. Ok. Donc ça, je pense qu'il est capable de faire. Comment je suis certain que ces données protégées, elles ne sortent pas de chez moi? Ça, après, il faut regarder les conditions générales de ces outils-là qui sont très compliqués. Ouais. Mais là, concrètement, si on débranche le réseau du PC, Ouais. il est capable? Non, parce qu'en fait, il va chercher En fait, là, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille sur mon poste, il crée les documents sur mon poste, et après, il fait appel à l'intelligence, son moteur d'intelligence artificielle, qui, lui, est branché à Internet. Il y a des outils comme ça qui permettent, sur des cas précis comme celui-ci, de travailler en local, complètement en local ou sur un réseau fermé. D'accord? Donc c'est peut-être les cas qu'on évoquera tout à l'heure avec DFM, en fait, où ils arrivent à utiliser des IA, des outils d'IA, branchés sur nos données de façon totalement sécurisée. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment des cas du quotidien où regarder un dossier et faire une synthèse pour un dossier d'appel d'offres, il n'y a rien de
comment dire, c'est un dossier public en fait. Donc c'est pas grave si le dossier est exploité et va sur ces outils-là. Les devis fournisseurs, c'est peut-être un peu plus sujet. Enfin, mais pardon. Ouais. Mais après, en fait, c'est des outils qui sont connectés à Internet. Mais en fait, aujourd'hui, quand vous utilisez, je sais pas si vous êtes sur Gmail ou Microsoft, en fait, c'est des solutions américaines. Enfin, vous transitez vos pièces jointes, etc. Enfin, la question, c'est un peu la même chose, en fait. Oui. D'accord ? Donc, ah mince, bah lui, il veut pas. Mince. Là, par exemple, si vous faites votre appel d'offres sur un dossier donné, Ouais. un appel d'offres public, vous lui demandez s'il a déjà traité ce problème pour une société et est capable de vous répondre. Non. Non, en fait, il n'entraîne pas. Justement, dans les outils payants, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'utilise pas les données que je lui donne pour entraîner son modèle. Et donc, il fait référence sur d'autres. Sur Claude, mais pas avec ChatGPT. Version gratuite. Copilot, etc. Ouais. Sur les versions gratuites, ouais. Parce que moi, il m'est arrivé de demander à l'IA, en l'occurrence c'était ChatGPT, des informations sur un article particulier Ouais. auquel je pensais, Ouais. et il m'a restitué l'article que quelqu'un avait publié 2 heures avant. Sans Ok. me dire que c'était naturellement une personne qui avait effectivement rédigé ça 2 heures avant. Et l'article était public en ligne ? Il avait été publié sur LinkedIn. Ok, donc c'était Il a public. été chercher l'information sur LinkedIn, mais il m'a restitué exactement les mêmes éléments mot pour mot que l'article de LinkedIn. Ok, mais c'était un article public. Ouais, il était public, mais Donc, en fait, même temps, il ne donne pas la source. Quoi, parce que moi, j'avais pensé... Ah oui. à cette Et c'est avec quel outil que vous avez fait ça ? Hein, C'est avec quel outil que vous avez fait ça ? avec De toute façon, on lui demande. Hop. Alors je refais parce que du coup j'ai fait l'effet démo. Mais donc en général maintenant ils citent de plus en plus leurs sources. Mais en fait si c'est une information publique, il n'y a pas de sujet. Elle est accessible sur Internet. Il a juste été la chercher à la source au bon endroit. de la propriété intellectuelle. Ouais, mais quand je le publie sur LinkedIn, après c'est quoi la question du coup ? C'est le fait qu'il n'ait pas cité la source ? Là, il n'est pas cité la source, et moi, je me suis inspiré de ce qu'il m'a donné en fonction de ce que je lui avais demandé auquel je pensais. Ok. Mais par contre, je me suis retrouvé à avoir un article mot pour mot de ce qui était sur le Ok, d'accord. Ça va que la personne, je la connaissais. Ok, donc c'est là en fait où il faut être vigilant sur aller chercher la source, vérifier l'information et ce travail. Hop, mince. Bon, désolé, j'ai l'effet démo là, ça marche pas. Hop. Voilà. Je le relance. Et donc là, donc pendant qu'on discutait, en fait, il a fini d'analyser mes 3 devis fournisseurs, d'accord ? J'ai relancé l'autre qui avait planté, là, qui n'avait pas marché, ça arrive. Donc, si on regarde, ici, donc il a extrait les données des 3 devis, construit le fichier Excel et vérifié ces informations. Le fichier est prêt, il contient 4 onglets, le comparatif, les conditions commerciales, les points d'attention. Je vous montre le fichier. C'est un fichier Excel qui est sur mon ordinateur, donc je peux l'ouvrir, il est là. Des 3 fichiers Word, PDF, Excel que je lui ai donnés, il m'a fait ça. En vert, le moins 10 ans, l'écart minimum, le moins cher. Les conditions commerciales comparées. Les points d'attention. Vous pouvez vous amuser à les vérifier par rapport aux données sources, tout est véridique. En 5 minutes, pendant que j'étais en train de parler. Donc là, c'était 3 offres fournisseurs. Ouais. Donc vous avez donné quand même à l'intelligence artificielle le prix que vos fournisseurs vous font à vous. Oui. Donc ça, les prix que les fournisseurs vous font à vous deviennent une donnée publique. Non, c'est pas une donnée publique, ça reste sur mon poste. Là, c'est en local et les données ne sortent pas. Elles n'entraînent pas le modèle. Mais si on les a données, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que si on les a données... En fait, les données ne sortent pas, si vous voulez. C'est que là, on a la puissance d'analyse, le calcul, etc., qui vient travailler sur mes fichiers en local. Ouais. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'a pas pris ces documents pour les envoyer chez lui, pour travailler dessus et me le renvoyer ici. Il a tout travaillé en local, en fait. Donc, c'est comme si vous aviez été regarder dans mon document 1 le prix ici pour le mettre dans... En fait, les données restent en local et elles ne sont pas utilisées pour entraîner le modèle. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est technique, mais... et c'est pas... Ouais. On comprend bien le parallèle avec Microsoft quand on envoie une offre par Microsoft ou quand on envoie... Évidemment que Microsoft connaît les documents, quoi. On peut avoir accès aux documents. Ouais. On les envoie. Mais là,
un concurrent qui a le même Fournisseur qui a une requête similaire Ouais. avec 3 N'aura pas ces prix. fournisseurs, il n'aura pas accès à Non, il n'aura pas accès à ça. à vos niveaux de prix. Il n'aura pas accès à ça. Et après, là, on est sur un sujet qui est un peu limite. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, sur des cas vraiment sensibles, où on touche à de la donnée qui est très critique, ou vraiment propriété intellectuelle, concurrence, etc., on peut travailler sur des sujets en local. C'est-à-dire que ça ne sort, vous êtes sûr que ça ne sort pas de votre réseau. On le verra tout à l'heure sur des cas concrets. Là, ce que je vous montre, c'est un outil, ça coûte 20 € par mois, ça reste en local sur mon poste et ça me permet de faire ça. Pendant que je vous parlais, je vais demander de me faire un document PowerPoint pour présenter le comparatif à ma direction. Vous allez voir. Ça reste en local parce que c'est Claude. Ouais. Si c'était ChatGPT, Oui. ça ne resterait pas en local. En fait, ChatGPT va l'envoyer et du coup, et ChatGPT, les conditions sont encore plus obscures que Claude. Dans les outils américains, c'est Claude qui a la meilleure éthique, je pense. Je sais pas, Michel, ouais, l'agence RGPD confirme. Ça veut dire que l'outil, si l'outil vous demande est-ce que mon prix est de marché, comment... Il ne le sait pas en fait. Il le sait pas. En fait, il va aller se baser que sur des données qui sont publiques. Que sur des données publiques, d'accord? Non mais il peut se baser sur un taux, par exemple, un cours, un truc comme ça. Ouais, aussi, ouais. En fait, Comment il va gérer le sophisme? après, ça dépend vraiment du... Là, il va aller chercher des informations publiques pour alimenter sa réponse. S'il n'a pas d'informations, il est possible qu'il vous le demande. C'est ce complément d'information que lui, auquel il n'a pas accès. Lui, il est très bon pour dire je ne sais pas, je n'ai pas l'info, je ne veux pas dire de bêtises. Lui, c'est Claude. plus finalement un facilitateur de tâches. Ouais. Il ne va pas venir nous alimenter sur du comparable, sur des valeurs de marché ou des choses comme ça. On pourrait, si tant est qu'elle soit publique et qu'il puisse trouver l'information, que je puisse trouver l'information en faisant une recherche sur Google, en gros. D'accord? Mais ChatGPT peut vous créer le taux. Hein. Oui, c'est ça, c'est les hallucinations. Et ça a l'air vrai. Il va vous raconter une connerie, hein, il va vous dire, Et la problématique, c'est que ça a l'air vrai. vous allez y croire. Et c'est vraiment ça, où quand je parlais d'hallucination tout à l'heure, il faut être très vigilant là-dessus. ChatGPT est tout à fait en mesure de vous inventer un taux qui sort du chapeau et vous dites « Ah ok, c'est bon, je me base là-dessus ». Au final, votre raisonnement est totalement erroné et infondé. Peut-être pour répondre sur la partie sécurité, on pourrait aussi anonymiser les données avant les envoyer. Typiquement, là, je pourrais envoyer le nom du fournisseur, mais après fournisseur 1, fournisseur 2. Pourquoi il veut pas? On mettrait au moins limiter un petit peu cette certitude. Oui, oui, mais il y a néanmoins il y a des prix de marché. Quand on est sur des marchés que les fournisseurs se comptent sur les doigts d'une main, Ah bah il m'embête, il veut pas lui. ça marche pas. Il veut pas, je sais, je l'ai fait ce matin, pourtant ça marchait. Tuk. Bref. Bon, effet démo. Effet démo, c'est pas grave. Donc lui, il ne trouve pas les documents, je pourrais lui donner, mais on va passer à la suite. Et là-dessus, je voulais juste vous montrer. Donc là, je lui ai demandé de me générer un PowerPoint et il est en train de me le faire pendant que je vous parlais encore une fois. Et vous voyez, là, il a refait sa petite to-do list et il est en train de vérifier les slides, vérifier que tout est OK, de les corriger. Et là, il va me générer un PowerPoint qui est à mes couleurs et potentiellement que je pourrais exploiter. Oui. À votre connaissance, il y a une solution d'IA qui permet effectivement que les informations restent sur votre PC. En fait, des solutions d'IA, il y en a plein. Et là c'est les solutions grand public dont on parle. On va voir après des cas vraiment précis sur des solutions qui sont branchées sur vos données et vraiment sécurisées. Mais Qui ait besoin de se connecter à Internet pour travailler, mais qui ne soit pas ouvert sur Internet et une personne qui se fait prendre. Il n'y a qu'une seule solution. Mais je pense qu'il y a même des solutions où on peut travailler en local sans connexion Internet. C'est un peu compliqué à appréhender en fait. Cette dimension-là, c'est qu'une IA en fait peut être portée par en local sans connexion Internet en fait. Ah, j'en bénéficie d'une, ça a ses limites et que ça ne s'actualise pas. Ouais. C'est que, enfin, voilà, c'est un peu les détraire. C'est qu'après, je me demandais la dépendance. Parce que si effectivement, il n'y a qu'une seule solution qui permet de travailler, de protéger ces données en accès, est-ce qu'on ne crée pas une certaine dépendance et demain, les conditions générales pourraient changer? Alors, en fait, il n'y en a pas qu'une déjà, il y en a plusieurs. Et à chaque fois, l'idée, c'est de faire le bon choix technologique par rapport à votre situation. La confidentialité, est-ce qu'on a besoin de données qui s'actualisent, donc d'être connecté à Internet? Il y a plein de questions qui rentrent en ligne de compte. Là, ce que je vous montre, c'était juste un outil qui coûte 20 € par mois, qui permet de faire ce genre de choses. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer que la technologie aujourd'hui est capable de faire ça. Je suis capable de lui donner des documents de diverses natures, il est capable de les reprendre, de les analyser, de les comparer, de me générer un nouveau fichier.
Bon, lui, il veut vraiment pas. Tant pis. Jack, et là, vous voyez, lui, il est en train de me dire qu'il a quelques problèmes à corriger dans la présentation, donc il est en train de faire ses propres corrections, j'ai même pas besoin de lui dire. Je laisse faire, je reviendrai après sur le résultat, à moins qu'il finisse rapidement. Ok. Donc ça, c'était pour des exemples, voilà, sur du quotidien, du travail de fichiers Excel. Ce matin, encore une fois, j'étais avec une boîte donc, dans les Deux-Sèvres, là, qui font dans l'industrie. Ils ont testé ça, ils étaient bluffés. Et j'ai même j'en rigolais tout à l'heure avec Géraldine. Il y a une personne qui était responsable de production à l'usine. Hein, et il me dit, oh là, lui, en fait, il avait une galère parce qu'il fallait qu'il vérifie ses stocks d'huile. Et puis, en fait, il s'était retrouvé 2-3 fois en panade parce que ses stocks d'huile, il n'en avait plus. Il a chargé son fichier, il a fait un prompt, ça lui a généré un petit applicatif pour mettre sur son téléphone avec la génération de ses stocks d'huile, etc. Il a généré une appli. Je lui dis, mais comment t'as fait? Et il me dit, bah, j'ai fait ça, là, et tout. Donc, ça ressemblait à une application mobile. Mais il a fait aucune compétence technique, quoi. Donc, c'est pas un outil qui pourra être utilisé en production. Ça pose d'autres questions du shadow IT. Ce qu'on appelle le shadow IT, c'est le fait que, bah voilà, n'importe qui puisse déployer des petits logiciels, mais de façon complètement pas sécurisée sur des environnements d'entreprise. Mais en tout cas, il avait ses capacités pour transcrire une problématique métier sur un applicatif qui lui était vraiment utile sur la base de ces données. Et là, il n'y avait aucun sujet de confidentialité de données, c'était juste ces niveaux d'huile, quoi. Ça m'a un peu impressionné la rapidité avec laquelle il a fait ça. Pendant qu'il finit son petit PowerPoint, je passe au premier cas d'usage du coup concret. Hop. Vous voyez, ouais. Qui est un cas d'usage donc, que je présente à Node. Node, c'est une agence de marketing digital. Déjà, avant de passer à ça, il y a d'autres questions là sur tout ce qu'on a vu, parce que j'ai vu que ça avait soulevé pas mal de... Ouais. Quand on lui demande par exemple, il examine un dossier où il y a énormément de documents annexes. Oui. Est-ce qu'il garde une trace? C'est-à-dire si on reçoit des documents complémentaires la semaine d'après, est-ce qu'il repart de zéro pour tout analyser l'ensemble des documents? Non, il part de sa mémoire. Alors ça, en fait, si vous voulez analyser beaucoup de documents, il y a une solution qui est très bien, qui s'appelle Notebook LM. Donc c'est une outil de Google, je peux vous le montrer rapidement. Notebook LM, donc outil de Google. Et là, vous voyez, c'était pareil, j'ai fait le test ce matin. En gros, vous pouvez lui charger beaucoup de documents PDF. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, d'accord? C'est vraiment des centaines et des centaines de pages. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai chargé une doc technique. Vous voyez, donc c'est juste une source sur une machine. La doc a fait, je sais pas, peut-être 600 pages, je crois. Et en gros, je peux continuer d'amener des sources là-dessus. Et là, je lui demande comment je change la lentille de contact. Il va aller chercher dans cette doc pour me ressortir la page exacte où ça se trouve, la réponse. Ce que vous avez fait tout à l'heure pour l'appel d'offres, nous, on le fait avec ça. Oui, bah, ça marche bien pour ça. Mais en fait, l'autre, il est vraiment... La capacité de Claude, là, que je vous montrais tout à l'heure, c'est sa capacité à générer des documents. Oui. Vous avez vu le fichier Excel qu'on a fait. Et là, il est toujours en train de me faire mon PowerPoint. Mais un fichier Excel comme ça, vraiment, hein, la boîte où j'étais ce matin, il mettait 3 heures à le faire, ça, ce travail-là. Et là, en 5 minutes, ça remplace le besoin. Donc cet outil-là, je ne vais pas m'attarder sur trop de démos, mais cet outil-là est très bon pour ça, pour analyser beaucoup de documentation. Je présente ce cas-là, du coup, Anode. Donc, Anode, c'est une agence de marketing digital à New York. Eux, leur métier, c'est de faire des campagnes publicitaires pour des entreprises. Et ils font beaucoup de publicité sur Google. D'accord ? Quand vous tapez une requête sur Google, vous avez des liens sponsorisés là. Eux, c'est leur métier. Et en gros, ils font en sorte de travailler les campagnes publicitaires et de travailler les sites internet sur lesquels on arrive, afin de faire en sorte que le prospect remplisse le formulaire et aille au bout. Et eux, ils avaient une problématique qui était en avant-vente sur la génération de leurs propositions commerciales. Parce qu'à chaque nouveau client, il fallait refaire une recommandation commerciale. Et faire une recommandation commerciale, ça veut dire quoi ? C'est faire une étude de marché, regarder le client, qui sont ses personas, son offre, ses éléments différenciants, sur quels mots-clés on va pouvoir le positionner sur Google, combien il coûte ces mots-clés, donc ça c'est un peu métier, rédiger des annonces qui répondent aux critères de Google, mettre en forme une belle recommandation commerciale parce que c'est des propositions qui coûtent assez cher, donc il faut quand même montrer un peu de réassurance. Et ça, ça leur prenait 1 à 2 journées de travail par client. Donc là, on voit qu'il y a un petit goulet d'étranglement en avant-vente pour traiter ces demandes commerciales. 80% du temps qu'ils passaient,
c'était que de la tâche répétitive. Aller regarder des mots-clés, aller chercher de l'information sur Internet. Et aujourd'hui, donc, il y avait ce goulet, impossible de traiter plus de demandes sans recruter. Et en gros, donc, ils ont testé une solution. Donc, j'ai pas la solution parce que c'est sur leurs outils du coup, mais j'ai des captures d'écran et le livrable final que je vais vous montrer. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? Ici, donc, je suis dans l'outil, c'est Claude, mais la version code. Et là, vous voyez, donc, il fait une requête un peu bizarre, donc blablabla. Et là, il a mis mon site web, budget de 500 € par mois en France. Ces 3 informations-là. Mon site web, le budget que j'étais prêt à consacrer et ma zone de chalandise. Qu'est-ce qu'il fait? À partir de là, il a lancé 4 ou 5 agents en parallèle. Le premier, pour aller regarder mon site. OK, par son question contextualisée. Là, il a posé quelques questions. Est-ce que c'est bien ça? Léo, c'est un consultant indépendant, blablabla. OK. Sa cible, je l'ai compris. Voilà le récap de la première phase. Donc ça, c'est l'agent qui a fait tout ça en autonomie. Le client, mon URL, mon secteur d'activité, mes offres, etc. Ensuite, la recherche des mots-clés. Donc, il va regarder des données sur mon marché. Donc là, en fait, vous voyez, il en lancé plein d'outils. Donc, je passe assez vite là-dessus. Toute la partie technique qui est un peu compliquée, auquel on ne comprend pas grand-chose. Après, il va rechercher les mots-clés. Il en a gardé 33, il en a exclu 7. Bref, il a mis tout ça dans un fichier. Il passe à la phase campagne. OK. Donc là, il va commencer à créer les campagnes, etc., etc. Ensuite, il fait les briefs pour faire les pages, les sites web, etc. Tout ça, ça prend 5 minutes. Très bonne remarque. Et en gros, derrière, il a fait quoi? Il a généré mes fichiers de présentation sur mes offres, qui je suis, toutes mes campagnes, les briefs pour ses équipes, etc. En livrable, pour les clients, il fait ça en automatique. Donc, il n'a pas pris mon cas parce que ce n'était pas assez pertinent, mais automatiquement, au bout de ce que je viens de vous montrer là, donc il lui pose quelques questions, il répond à ses questions, pardon, et la machine travaille pendant 5-10 minutes, ça génère un site internet. D'accord? Donc vous voyez ici, stratégie Google Ads, donc là c'était pour le client qui s'appelle Esra, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu, école de cinéma et d'audiovisuel, analyse de marché, blablabla, on va travailler sur 6 campagnes, 400 mots-clés, 22 000 volumes de recherche. Là, ce que vous voyez, c'est tous les concurrents avec la capture d'écran et puis un petit descriptif sur ce qu'ils font. Des premières campagnes, à quoi pourrait ressembler leur campagne, découvrir la stratégie. Là, c'est leur recommandation commerciale qui a été automatisée. Voilà le volume total de recherche qu'on pourrait faire, donc 400 mots-clés, etc. Bref, je passe à la suite. La synthèse de l'entreprise, donc là, c'est tout ce qu'il a trouvé en autonomie sur les avis clients, la distinction, c'est quoi les éléments différenciateurs, l'employabilité, combien il y a d'alumni en poste, les prix internationaux qu'ils ont rencontrés. Tout ça, il l'a fait sur mesure. On parle d'une école de cinéma, là, ces choses-là, c'est des choses qui sont vraiment propres à ce client-là. Les assets manquants, c'est tous les éléments qui lui manquent. On n'a pas beaucoup de témoignages, on n'a pas de grille tarifaire détaillée, etc., etc. Comparatif des concurrents. Les autres écoles, qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leurs éléments différenciants? Les personas, à qui ils s'adressent? À des lycéens passionnés. Voilà leurs points de douleur, voilà leurs objectifs, etc. Des témoignages qu'ils pourraient dire. Ça génère 3 personas. La structure des annonces qui vont être réalisées. Donc sur le mot-clé BTS, à chaque fois que quelqu'un va dire ça, on pourra le sélectionner. Là, le client peut dire ça, je garde, ça, j'enlève, je valide, etc. Donc c'est interactif. Le client choisit et fait un peu ses courses là-dedans sur les mots-clés qui sont pertinents pour lui. Les volumes, bref, je passe. Les annonces générées automatiquement. Donc tout le travail de recherche, d'écriture, etc. avec les titres. Là, il faut vraiment être du métier pour comprendre, mais ça, c'est un boulot de fourmi et énorme. Et en gros, voilà, on en est là. Je valide mes personas, je valide l'architecture, les mots-clés, les annonces. OK, je fais des remarques et je passe à la caisse. Question. Oui. Est-ce que vous avez utilisé un skill pour ça, oui. Ou c'est juste par défaut? C'est plein de skills. Ouais, okay. Là, alors je reviens après juste sur la méthode. Mais en fait, donc, pour répondre à la question, là, il y a eu une remarque qui était intéressante, c'était, vous avez vu, juste le niveau de qualité du livrable. Hein. Une proposition commerciale, je crois que même en y passant 2 jours, on n'arrive pas à faire un truc de cette qualité-là. Ça a été généré automatiquement. Concrètement, les chiffres. Le temps de production, il est divisé par 10. Entre la journée et demie que je passais, aujourd'hui, le temps est divisé par 10, voire plus. Aujourd'hui, il traite 5 clients par jour, grâce à ça. Là où avant, c'était 1 tous les 2 jours. Un livrable de cette qualité-là est envoyé le jour même. D'accord? Et la proposition coûte 5 €. Quand je dis qu'elle coûte 5 €, c'est en fait tous les coûts API.
quand je vais faire ça, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais là, on a utilisé l'intégration EXA. Donc ça, en fait, c'est des outils qui ont des coûts API. D'accord ? Quand j'utilise ces outils-là, il y a des coûts à chaque fois que je fais une requête. Toutes les requêtes mis bout à bout, pour une recommandation commerciale, coûtent 5 €. Donc là, ça pose plusieurs questions. C'est déjà, la personne qui faisait ça ne le fait plus. Donc, qu'est-ce qu'elle devient ? Il y a une autre question qui était intéressante, c'est maintenant, on n'a plus besoin d'eux. Faites-le tout seul. En fait, eux, ils ont automatisé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, eux, ils sont en train de brancher la suite de la chaîne maintenant. C'est-à-dire que ça crée tout le reste automatiquement. Pour pouvoir faire quoi ? Ouais. C'est le risque. Ouais, c'est ce qui va, ouais, non mais en fait, eux, ils plus besoin de savoir faire pour le faire. Plus besoin d'avoir des personnes qui sachent faire ça, mais peut-être des personnes qui savent orchestrer tout ça, des campagnes multicanales, etc. Donc en fait, eux, ils sont juste à la pointe de ça. En gros, là, ce qui s'est passé pour eux, c'est que c'est pas juste un gain de temps sur cette proposition qui était un vrai goulet d'étranglement. En fait, c'est qu'ils ont changé, ils changent de modèle économique. Ça leur permet de toucher beaucoup plus de monde. Et des petites boîtes qui n'avaient pas forcément les moyens, plutôt que proposer des prestations qui étaient plutôt à un gros ticket d'entrée, là, ils peuvent avoir des offres qui sont un peu automatisées, avec le même niveau de qualité, de standard, etc., mais à des coûts défiant toute concurrence. Donc là, le rapport qualité-prix, en fait, ils ont réussi à l'abaisser. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que la machine fournisse toujours le même type de site pour les clients d'employés de cette agence ? En fait, à chaque fois, c'est là où la question elle était pertinente. Il a parlé de skills. J'ai pas la méthode. J'ai pas mis la méthode. Mince. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont vraiment été étape par étape. Donc, ils ont décomposé tout le process commercial et ils ont dit, OK, le premier truc qu'ils ont fait, c'était sur les mots-clés, la recherche de mots-clés, qui est vraiment une tâche qui prend énormément de temps. Ils ont commencé à outiller ça. Une fois qu'ils ont trouvé la bonne recette, ils ont fait le coup d'avant et après le coup d'après. En fait, ils ont travaillé leur process comme ça. C'est tout le travail en amont sur comment on doit configurer les compétences de l'outil qui est déterminant pour éviter d'avoir ce côté un peu déjà vu où on réplique la même sauce à chaque fois. Donc il y a un vrai travail de recherche de marché, d'analyse du client, de ses problématiques, etc., qui est fait par une machine, mais qui permet d'avoir un résultat très qualitatif pour chacun des clients qui s'adressent. Voilà pour un node. Donc là, ce qu'on montre, c'est on automatise, on gagne énormément de temps. Par contre, ça change complètement le modèle de la boîte. Et oui, en fait, on n'a plus besoin d'eux potentiellement là-dessus, mais eux, ils continuent d'évoluer et d'être à la pointe par rapport à ça. Mais j'avais quand même des slides sur la méthode. J'ai dû la supprimer. Juste pour info, en temps de développement, ça a pris 3 à 4 semaines d'un quelqu'un à temps plein en interne chez eux. 3 à 4 semaines en interne à temps plein. Donc ceux qui font du dev voient ce que ça peut représenter. Donc c'est beaucoup de boulot. Et c'était un mec qui était passionné, qui a passé des nuits, etc. Si vous externalisez quelque chose comme ça, il faut compter 15-20 000 €, je pense. 15-20 000 € pour toucher 5 fois plus de clients. Bref. Il y a toujours une dimension de retour sur investissement derrière ces choses-là. OK pour ce cas-là ? Je n'ai pas compris, c'est 15-20 000 € la création des skills ? Ouais, en fait, c'est pas vraiment des skills, là, c'est vraiment c'est la création de toute l'automatisation, la création des skills, de toute la bibliothèque de documentation. C'est franchement ultra puissant, c'est plus que des skills. Les skills, je vous montre juste, en fait, quand on parle de skills, c'est que Claude, là, en l'occurrence, on va lui donner, il a fait mon truc, je vais pouvoir le montrer comme ça, en fait, on lui donne des compétences. Vous voyez ici, moi je vais donner des compétences, et ça c'est toutes les compétences qu'il a. Et là je vais donner une compétence, par exemple, préparation de réunion. Je lui dis, moi quand je prépare des réunions, en fait voilà ta recette, ta méthode, et les comptes rendus tu les formalises comme ça, les mails de relance tu les formalises comme ça. Donc là je vais donner la compétence de préparer des réunions. Si je lui demande de me préparer une réunion de travail, il va utiliser cette compétence-là que je vais donner. C'est ce qu'on appelle les skills. D'accord ? Et eux, là, les skills qu'on a vus, il y en a des dizaines et des dizaines. Et je vous montre juste, là, pendant que je suis là, et puis après, je passerai la parole à DFM. Vous pouvez commencer à venir vous installer, si vous voulez, sur mon petit document, là. Donc, je lui avais demandé, là, pendant qu'on discutait, de faire un PowerPoint. Il m'a généré un PowerPoint à mes couleurs. Je lui ai dit, fais-moi un PPT, hein. J'ai pas été très précis. Hein. Voilà. Point d'attention. Prochaine étape. D'accord ?
c'est pas des documents qui sont, enfin, j'allais dire qu'ils sont pas ultra design et tout, mais encore, c'est quand même pas mal. Hein. C'est mes couleurs, parce que dans les compétences que je lui ai données, je lui ai dit ça c'est ma charte graphique, ça c'est mes couleurs. Mais vous voyez, quand on dit que ouais, les outils d'IA sont pas encore matures pour travailler sur des docs, bah, en l'occurrence, si. Donc maintenant, je vais passer la parole à DFM, donc Frédéric et Julien. Hop, et je vais vous passer le micro. Hop. En fait, c'est juste pour enregistrer sur le... C'est pour la captation vidéo. Je déroule les juste pour le déroulement des slides. Ouais. Présenter. Partage. Hop, c'est bon ? C'est parti. Bonjour à tous. Merci pour la présentation et toutes les questions qui ont pu être posées. Donc nous, on s'appelle la société DFM Europe. On est Poitevin. On est à 5 minutes d'ici. Et en fait, on a développé, ça fait à peu près 18 ans qu'on existe, et on a développé des expertises. D'abord, on est sorti de notre laboratoire parce qu'on est issus, les fondateurs sont issus de la recherche poitevine, entre autres. Et on a développé, au départ, l'objectif de l'entreprise, enfin c'est de développer de l'innovation. Alors de l'innovation, ça s'est fait à partir de modèles spécifiques dans la partie bureau d'études. Et ensuite, quelques années plus tard, pensant qu'on a déjà développé à cette époque-là un premier modèle d'IA, qu'on en parlera aussi, qui fait du calcul de mécanique des fluides. Ensuite, au cours des années, on a développé... c'est bon. C'est vrai, non, c'est bon. On a développé des systèmes qui génèrent des données. C'est des capteurs connectés, IoT, on appelle Internet des objets connectés, pour ceux qui connaissent. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Orange comme partenaire. Et puis, de l'ensemble de ces deux points, on a développé donc des modèles d'IA. Notre premier, je vous dis, il y a une dizaine d'années, c'était sur de la mécanique des fluides. En gros, c'est donnez-moi une forme, je vous calcule le CX de manière automatique, c'est-à-dire le taux de pénétration dans l'air, par exemple, utile pour une voiture. Par contre, on peut y aller. Désolé, je ne peux pas y aller. Donc, en fait, on a comme mission, effectivement, d'être, comment dirais-je, on n'a pas de clients, on a des partenaires, et on travaille sur souvent du long terme. C'est pas une mission courte durée. Et en fait, on va essayer de développer, on n'y arrive pas toujours, faut reconnaître, on va essayer de développer des positions ou des problématiques qui sont perte de temps ou qui prennent beaucoup de temps, comme Léo, tu le disais. Peut-être qu'on peut y aller. Et en fait, l'année dernière, un peu plus d'un an, c'est plus qu'un an, parce que c'est en décembre 2024, je crois, je me souviens. On a présenté cette plateforme qui s'appelle en bon poitevin MyATN, qui veut dire mon assistant technique numérique, où cette plateforme, c'est un modèle, ce sont des modèles d'IA. Et là, je vais juste mettre une petite parenthèse. On a beaucoup parlé des LLM, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que les LLM dans la vie, et il n'y a pas qu'un modèle d'IA. Il n'y a pas qu'une application, il n'y a pas que d'aller lire des fichiers et générer des fichiers PDF. Il y a une multitude de choses qui sont ouvertes dans les modèles et qui ne consomment pas forcément beaucoup d'énergie. Alors, c'est ce que je dis, c'est vrai et pas vrai, parce que ce que tu as dit, ça consomme pas mal, mais on peut utiliser un petit PC, avoir même un téléphone et avoir son application mobile et son application IA à soi. Si tu peux, excuse-moi. Du coup, on a scindé en deux, et donc là, c'est pour ça que les choses sont bien faites. On est deux devant vous, deux DFM, donc il y en a un qui va s'occuper de la partie administrative, ce qu'on appelle l'ATN admin, c'est donc mon collègue, et moi je vais continuer à prendre la parole parce que je suis mal poli et je te la donne pas, et du coup je vais vous présenter un petit peu tout ce que nous on appelle assistant technique numérique de manière technique. Et alors technique, je peux peut-être le faire. Et on va prendre un cas concret parce que j'ai l'impression que vous êtes des chefs d'entreprise, donc vous aimez bien les choses concrètes, donc on va aller dans le concret.
J'ai pris un cas sur une entreprise française qui s'appelle Tubesca Comabi. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un fabricant d'échafaudage. Le fabricant d'échafaudage, il est pour l'instant le leader européen. Alors, vous pouvez en trouver dans toutes les bonnes boutiques de bricolage, c'est juste l'escabeau, mais là, on parle d'échafaudage un petit peu plus compliqué. Et ils ont un problème. Ils ont un souci. Pour faire les devis, pour faire les dossiers techniques, ils sont obligés de livrer les plans d'implantation. Pour livrer les plans d'implantation, ils ont besoin de passer 3-4 jours de bureau d'études. Par contre, ils n'ont pas forcément le projet. D'ailleurs, en fait, ils sont obligés de faire leur plan d'implantation, ils ont leurs produits, ils ont leur process, ils le présentent au client final, et le client final les prend ou les prend pas. Et en fait, 70 à 80%, c'est écrit, mais 70 à 80% des plans d'implantation ne sont pas choisis. Ça veut dire qu'en fait, leur bureau d'études travaille à 70-80% pour rien. L'avantage, c'est qu'au départ, quand ils travaillent, ils ne savent pas. Et ensuite, un autre problème sur l'échafaudage, que vous n'êtes peut-être pas expert d'échafaudage, mais un autre problème, c'est la concurrence asiatique, parce que jusqu'à présent, c'était assez ponctuel. Les chantiers se faisaient en France, donc en général, on cherchait des matériaux ou des matériels ou des entreprises françaises. C'est plus franchement le cas. Donc, tu peux y aller. Vas-y, parce que voilà. L'idée a été donc quand on les a rencontrés, on leur a proposé de faire un modèle d'IA souverain, c'est-à-dire qui appartient à eux. Les données, ce sont les leurs, les process sont les leurs, les matériaux, les matériels, forcément, c'est pas moi qui vais leur fabriquer, ce sont les leurs. Et l'idée a été de leur proposer un système où on veut pas créer une usine à gaz, on veut pas créer un nouveau logiciel. On veut s'implémenter sur leurs outils. Eux, ils utilisent c'est quoi? C'est AutoCAD. C'est AutoCAD. Donc on a décidé, enfin on n'a pas décidé, ils nous ont imposé de nous implémenter sur AutoCAD. Donc on a développé un outil qui va leur permettre de faire qui va leur permettre, c'est que je regarde en même temps, qui va leur permettre de faire leur modèle. Donc il y a plusieurs étapes. Bon, ici, la première, c'est on en parlera après, c'est la lecture des plans. C'est-à-dire, on est obligé de lire des plans, on est obligé de détecter des plans, on est obligé de comprendre où est la paroi, où est le mur, où est l'ouverture, où est-ce qu'on met, pourquoi on met un échafaudage. On leur demande, ils ont des règles, et alors eux aussi, c'est des règles, ils ont plusieurs centaines de textes, mais personne ne les applique. Ce qui fait que finalement, même dans leurs données, des fois, il y a un peu de bruit. Ces règles métiers, on leur a proposé un modèle. Et ce modèle, c'est tout bête, hein, c'est un nuage de points qu'on parlera tout à l'heure. Donc, vas-y, je t'ai prêt. Là, c'est une captation d'images donc sur AutoCAD. Donc en fait, ce qui s'est passé, on vient de voir qu'on vient de faire un dossier d'un chantier existant qui est sur Lyon. Et en fait, l'avantage de ce modèle, c'est qu'ils utilisent leurs outils, ce qui fait que ce n'est qu'un assistant. On ne prétend pas faire l'échafaudage de A à Z. On n'est pas responsable s'il y a un trou dans l'échafaudage, c'est à eux de le faire. 80-90% du boulot est fait et on demande à l'expert de travailler. Comme il est dans ses outils, il a juste, la personne a juste à cliquer sur un bouton et ensuite il n'est pas d'accord, on s'est trompé, ok, ils sont trompés, il corrige. Après, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a capté la donnée, on a tous les plans. Donc là, les plans, je vous dis, c'est 3-4 jours. C'est 3-4 jours et c'est franchement pour ceux qui l'ont fait, moi j'ai essayé de le faire. Je suis pas trop arrivé, mais j'ai essayé de le faire. C'est pas le travail le plus excitant qu'on puisse avoir. Mais bon, ça c'est une appréciation personnelle. Alors on passe maintenant, vas-y. On passe derrière les coulisses. Comment on fait pour faire ce type de modèle? J'ai fait un teasing qui n'a pas marché. Moi, un échafaudage ou le modèle, un échafaudage, pas ici, on va en reparler après. Mais l'échafaudage, c'est quoi? C'est un nuage de points.
Donc en fait, on a appris le modèle, c'est quoi? C'est qu'il apprend à positionner un mur sur un plan. De ce mur-là, il regarde les points cardinaux, c'est-à-dire les axes des échafaudages, et ensuite il va apprendre. J'ai ce modèle, j'ai ce mur, j'ai ce type de mur, j'ai ce type de points, et en fait on va générer que des points. Et évidemment, il y a des règles métiers, il y a des règles physiques, c'est 70, c'est pas, il peut se tromper, des fois il se trompe de largeur, on s'en fiche, puisqu'il y a un moment, on lui tape sur la tête ou sur ce qu'on veut, et il va revenir sur la vraie valeur physique. Et on arrive à faire des plans comme ça. Derrière, ensuite, on a d'autres types de modèles, parce qu'on ne fait pas que de l'échafaudage. Vous voyez quelques plans, etc. On a développé des systèmes qui sont capables de lire des fichiers STEP, pour ceux qui savent ce que c'est. En fait, en gros, c'est des fichiers 3D de plans de pièces. Et de ces plans ou de ces pièces, on arrive à comprendre comment la pièce est fabriquée. Est-ce que c'est... Donc, du coup, on est allé à l'école, on lui dit... de reconnaître une découpe laser, de reconnaître un pliage, de reconnaître un trou borgne, un trou blond, un trou ce qu'on veut. Et en fait, du coup, l'idée, c'est qu'il a cette base-là. Et à partir de cette base-là, qui est sur la plateforme IATN, on va le former spécifiquement pour nos clients ou nos partenaires. Et on arrive à avoir des systèmes qui se pluguent sur les logiciels de vos bureaux d'études. Alors maintenant, parlons gros sous. On loue 2500 € par mois, donc c'est très cher, pour ce système, mais pour 15 personnes qui l'utilisent. Donc c'est global, en fait c'est une licence site, on va dire. On a un contrat, on aime bien les challenges, on a un contrat, en fait, il n'y a eu aucun engagement financier de la part de l'entreprise. Avec un risque qui est que si on se plante, ils peuvent se dégager. Donc en fait, on a pris tous les risques pour pouvoir calculer quand même, mais tous les risques quand même, pour avoir un modèle et proposer un modèle. Et c'est là où je parle plus de partenariat que de clients. L'intérêt, oui, impact. Parce qu'il y a les coûts, mais il faut regarder le ROI quand même. En fait, aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, mais ils vont bien nous le témoigner sur un post LinkedIn, donc je vous engage à nous suivre si vous voulez avoir la version du client et pas la mienne, parce que moi je peux dire n'importe quoi. Tout ça, on disait que l'IA dit n'importe quoi, donc peut-être que moi aussi. En gros, il faut entre 3 et 4 jours pour faire un dossier de ce type-là. Aujourd'hui, on est à 40 minutes. Donc c'est les fractions ou les fractions que tu as indiquées. Mais c'est surtout un confort parce qu'il y a tout le boulot chiant, je sais pas comment on l'appelle, pénible, c'est mieux que chiant. Finalement, il est fait de manière automatique, comme ce que tu as montré. Si on regarde comment ça s'est passé, on a mis 8 mois, nous, pour accoucher. Voilà. C'est presque, ça a été assez simple parce qu'en fait, c'est un partenariat. Encore une fois, on le fait pas seul. On peut pas, c'est pas ce que tu fais. Voilà, on prend un outil quelconque, on travaille dans son coin, etc. Nous, on est obligé de travailler avec vous, avec nos partenaires. C'est un vrai partenariat. Les 4 premiers mois, on est dans notre cave à Genet-Marigny et on bosse en essayant de comprendre, parce que c'est pas toujours simple, même si ce sont des échafaudages, le flux de travail du client, parce que ce qui est intéressant, c'est, en fait, l'IA, on s'en fiche un peu. Nous, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est quoi votre flux. Et avec votre flux, on voit s'il y a un modèle qui permet d'accélérer. Il y a d'autres modèles que ce que je parle. Et ensuite, une fois qu'on est sorti de notre cave, pendant 4 mois, il y a eu des ajustements, des apprentissages continus, pour arriver à une livraison à 8 mois et quelques jours. C'est peut-être pas tout à fait 8 mois, mais en gros, c'est ça. Et à partir de là, il a été mis en production. Qu'est-ce qui se passe? Il fait pas tout bien, ça c'est sûr, il fait pas tout bien. On est à peu près 80-90%, je pense, des choses bien faites. Si on parle, le film montrait un bâtiment assez simple. Inversement, heureusement, il n'y a pas que des bâtiments comme ça. Et donc, du coup, il y a un accompagnement qui se fait par un suivi de la formation du modèle. Et là, c'est ce que je voulais insister, c'est discret. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas ce que le client fait, je ne veux pas le savoir. Parce qu'en fait, les données que vous allez mettre à droite, à gauche, finalement, on ne sait pas exactement si vraiment elle reste à droite, à gauche, etc. Je ne sais pas, c'est écrit dans les conditions générales, mais moi, je ne les ai pas lues, donc je ne peux pas le dire. Mais chez ce cas-là,
La donnée, elle est sur son PC, là, c'est clair. Il n'y a pas de fil à la patte. Et en fait, qui est-ce qui travaille? C'est la carte graphique de la BAVAS de votre bureau d'études. Et donc, comment on fait l'accompagnement ou l'amélioration continue ou l'apprentissage continu? On le fait par le fait que c'est notre client qui va nous dire le modèle n'est pas terrible. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Le chantier a merdé. Par exemple, c'est une tour. Et on lui dit, bah oui, mais dans les plans que vous avez donnés, il n'y a pas de tour. Donc, du coup, l'IA, c'est des 0 et des 1. Donc, quelque part, si on lui a pas mis une tour, il ne sait pas ce que c'est. Donc, on apprend à progresser dans le modèle comme ça. Et c'est comme ça que l'on travaille sur ce type d'opération au niveau technique. Je crois que j'ai... Vas-y, ouais. Et donc, du coup, j'ai raté la transition. Et du coup... Non, c'est bon. Et du coup, on va passer maintenant à un cas peut-être moins technique. Et là, je vais laisser la parole à toi, Julien, vas-y. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous venez de voir? Non, on passe à la suite. Ça n'ira pas. Du coup, Léo, ce que je fais, moi je déroule en même temps. Et en même temps, voilà. Ok, donc moi c'est Julien, chef de projet chez DFM. J'ai plusieurs casquettes au sein de DFM, mais la plus grosse c'est de mettre en place auprès de nos clients des solutions, cadrer le besoin. On va parler maintenant du cas Copac. Donc, de la partie admin, et de la partie ce qu'on appelle admin chez nous. On est assez proche encore du bâtiment. On dirait qu'on les dans l'exemple. Ouais. Donc Copac, ils ont une dimension industrielle, notamment avec une forte valeur ajoutée dans le sur-mesure auprès de leurs clients. Aujourd'hui, les enjeux les enjeux qui étaient autour du projet Copac, c'était une gestion d'affaires qui était répartie entre plusieurs services avec 50 salariés. Une information qui était donc de ces affaires qui étaient assez dispersées en termes d'outils. Donc il y avait un ERP, il y avait beaucoup de fichiers Excel, beaucoup de flux d'emails. Les salariés donc avaient un grand manque de visibilité sur l'avancement des chantiers. Donc la situation initiale, 1 tonne de fichiers Excel, une personne surtout qui était dépendante, il y avait une grosse dépendance à une personne clé, qu'on remercie beaucoup parce qu'elle nous a permis de comprendre un petit peu tout le flux qu'elle avait organisé dans l'entreprise pour mettre tous ces fichiers en place. Et surtout, il n'y avait pas de suivi en temps réel qui était disponible. C'est-à-dire qu'ils avaient quelques petites versions d'Excel online, etc. Mais ce n'était pas forcément synchronisé avec les autres salariés. Ah oui, ça. C'est pas toi. Oui. Tu joues mais tu perds. Donc un peu comme le cas Tubesca vu précédemment, on a conclu le projet en 3 étapes. Donc déjà, on a compris le cycle de vie d'un dossier chez client. Donc là, vu qu'il y avait plusieurs services, on a passé beaucoup de temps à faire des ateliers auprès de ces différents services. Ensuite, on a modélisé un processus avec eux. Alors là, encore une fois, on s'est vraiment appuyé auprès d'eux parce qu'ils connaissent mieux leur métier que nous. Hein. On leur a rien appris. Donc on a vraiment bien modélisé tout leur processus interne. Ensuite, ça nous a permis de construire vraiment l'assistant sur mesure qui correspondait à leurs besoins. Je reviens très rapidement sur le cycle de vie d'un chantier donc, chez Copac. Donc on voit bien qu'il y a 4 services bien distincts, sachant que le dernier, la facturation, est relié au service des admins des ventes. Donc chacun de ces services, en fait, on a compris le parcours global et surtout, on a pu capter tous les éléments qu'il y avait, les éléments d'interaction qu'il y avait entre chacun de ces services, ce qui nous a permis à la suite de composer un outil vraiment interactif. Et vous allez voir, il y a une petite démonstration par la suite. Alors on va peut-être faire la démo et on reviendra après. Voilà. Donc là, on va vous montrer très rapidement l'interface. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis déjà un outil classique en place pour suivre leurs affaires. Ils peuvent créer de façon manuelle leurs affaires. Mais on leur a mis également un chatbot. Donc c'est un chatbot dit collaboratif, car en fait, il va pouvoir faire un ping-pong entre guillemets avec plusieurs personnes.
Ici, on a une création d'affaires qui a été faite à l'aide d'un prompt. Donc là, un commercial crée une affaire, il choisit un de ses clients. Là, il crée un client. Donc là, on est côté commercial. Donc maintenant, on va se connecter côté ADV. Et donc, le but de ce chatbot interactif, c'est de pouvoir s'échanger des notifications entre collaborateurs. Donc là, on reçoit la notification. Donc l'ADV, eux, chez eux, la première étape, c'est de savoir si le client est solvable. Donc là, on a modélisé une interface avec une action nécessaire auprès de l'ADV. Et ensuite, tout ce flux se répète, voilà, en travers tous les services et tous les salariés. Là, tu peux revenir en arrière, si tu veux, sur la sécurité des données. Alors là, la démo était assez rapide parce que au final, c'est un environnement de test et on peut pas trop non plus divulguer toutes les interfaces. Mais on a également mis en place ce qu'on appelle entre guillemets un chatbot ERP. Donc on peut en fait lire des données auprès des devis qui ont été générés, auprès des chantiers qui sont en mode suivi. Donc on peut poser comme un chat GPT quels est les retards sur les chantiers sur les 2 prochaines semaines et on va pouvoir avoir un résultat. On insiste sur le fait, on a parlé de la souveraineté. Donc là ici on est totalement dans un cas souverain avec une intégration des données chez le client. Donc aucune donnée ne sort. Le modèle est hébergé chez eux en local et on s'appuie également donc sur une base de données en plus du modèle. L'idée, c'est de venir faire un périmètre de sécurité entre leur ERP existant, qui lui gère la partie facturation et c'est tout, que la partie facturation, et stock, excusez-moi. Et on a la partie donc ATN, notre assistant administratif, qui lui va avoir son périmètre pour gérer l'opérationnel. Donc là, pour l'instant, on a fait une phase de découverte avec ce client. Et le but, c'était de sécuriser les deux. Donc, il ne voulait pas encore faire rentrer l'assistant vers l'ERP. Donc, on a vraiment cloisonné les deux flux. Et donc, notre assistant gère uniquement les flux opérationnels, logistiques, etc. Et demande entrantes de devis. Ouais, tu peux passer à la suite. Encore là. Au niveau de l'impact, donc on est à peu près, on est sur une licence à 950 € par mois, tout inclus. Donc pour 35 personnes, donc ça représente à peu près moins de 30 € par poste. Toujours avec un engagement de 36 mois auprès du client. Et ça leur a permis donc avoir, c'est pas simple de mesurer vraiment l'impact. Là, on peut pas le chiffrer en temps ou en retour plus précis. Mais aujourd'hui, voilà, ils ont gagné sur un suivi beaucoup plus clair de leur dossier. Il y a une meilleure coordination des services. Et surtout, ils ont une réduction des oublis, parce que les fichiers Excel, c'est bien, mais ça, c'est limite. Et surtout, ils ont une vision globale des projets. Donc, il n'y a plus besoin de... Il y a des flux, en fait, Frédéric parlait tout à l'heure de bruit. Aujourd'hui, ils ont limité beaucoup de bruit dans la société. Voilà. Et je vais laisser Fred conclure. Oui, alors, en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas qu'un modèle d'IA, il y en a plein. Il y a plein de solutions. Léo en a parlé, on va en entendre d'autres, j'imagine. Et l'idée, évidemment, c'est une révolution. L'IA, ça va être une révolution que l'on a peut-être du mal à mesurer encore à la hauteur de la vague. Donc peut-être, il y avait monsieur tout à l'heure disait si nos collègues ils seront où dans quelques années, on verra, hein, rendez-vous dans quelques années. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est pas l'IA qui pilote, c'est en fait c'est les besoins. Et en fait c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est qu'un outil en fait. C'est un outil intelligent, mais c'est qu'un outil. Et je ne sais pas si ça remplacera l'homme demain, mais je pense que c'est pas encore pour demain, néanmoins, parce qu'il y a toute cette interaction avec nous, les humains, qui est intéressante, mais néanmoins, ça peut avoir un facteur accélérant qui va pas mal modifier vos process, c'est sûr. Voilà ce que je... Merci. Il y a des questions ? Merci pour votre attention. Ouais. Pour avoir des questions, réponses,
Merci. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que là, on a d'autres cas d'usage. Vous voyez, là, on est sur des cas très concrets, sur des environnements qui sont sécurisés, où les données ne sortent pas, ne vont pas. Et on n'est pas sur des LLM, c'est des outils dont on entend beaucoup parler. Et c'est un peu le biais qu'on a, nous, d'associer tout ce qui est IA à ChatGPT, Claude et consorts. Mais en fait, non, les outils d'IA, aujourd'hui, la technologie, elle peut s'appliquer à bien des égards. Et là, on a eu 2 cas, sur des fichiers vraiment, faire de la manipulation sur des fichiers 3D, AutoCAD, etc. Donc, un vrai contexte métier, et puis après, s'intégrer dans un vrai process métier. Donc, merci, merci. tous les deux. S'il y a des questions, on pourra se voir au cocktail. Merci. Le petit. Ok. C'est bon le son? Ok. Merci. Et donc, je vais passer la main à Antoine qui nous attend en visio depuis, depuis tout à l'heure. Hop. Antoine, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend et on te voit. Fantastique. Alors, Antoine de la société Fabera. Vas-y, je te laisse la main. Je te laisse. Est-ce que le son est bon? Est-ce que c'est tout bon de votre côté? C'est parfait. C'est bon le son? Fantastique. Bonsoir à tous. Ouais. Moi, je m'appelle Antoine, je suis le cofondateur de Fabera. Fabera, nous, on s'adresse à des sociétés de la sous-traitance industrielle positionnées sur les métiers de la tôlerie, de la chaudronnerie et de l'usinage. La boîte, elle a 5 ans. Et en fait, ça fait que 4 ans qu'on fait de l'intelligence artificielle. La première année, nous, on s'est concentré sur les problématiques des sociétés de la sous-traitance industrielle. Et en fait, une des problématiques qui était prégnante dans ces boîtes-là, c'était la partie devisage. Le devisage concentrait une large partie des problèmes sur la phase un peu en amont de la fabrication, et on s'est dit qu'il y avait un truc à faire avec des outils numériques. À l'époque, on commençait tout juste à parler d'intelligence artificielle, et nous, on a commencé notre société par la mise sur le marché d'un logiciel de chiffrage, comme vous en connaissez beaucoup. Après 1 an, nos clients, ils nous ont dit, bah, c'est bien votre logiciel, mais globalement, ça me fait pas gagner un temps phénoménal. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris le virage de l'intelligence artificielle. On s'est rapproché d'un laboratoire public de recherche sur cette partie-là, et on a créé notre première fonctionnalité qui a partie de l'IA, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant ça, rappel un peu de la problématique. Dans une boîte de la sous-traitance industrielle, le devisage, c'est long, c'est compliqué. On met entre 3 et 10 jours pour répondre à la demande d'un de nos clients. Ce qu'on sait, c'est que le taux de transformation des devis, il est de l'ordre de 20%. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de pièces qui passent par le service chiffrage qui ont déjà été chiffrées par le passé. Ce qu'on a vu, nous, avec nos yeux un peu candides sur le marché, c'est que on l'a appris de Bertrand. Bertrand, qui était notre premier client, qui nous a dit, moi, mes équipes, elles effectuent plus de 3000 chiffrages par an. Ça fait 25 ans qu'on fait du chiffrage dans la tôlerie. Je pense avoir vu globalement à peu près tous les cas possibles de fabrication. Et surtout, tous ces cas possibles de fabrication, je les stocke dans mon RP. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit que toute cette donnée historique, elle pouvait pas rester enfermée dans un ERP, il fallait l'utiliser. Et c'est là qu'on a fait venir notre laboratoire de recherche en IA qui nous a aidé à la consommer. Je vais vous expliquer comment on la consomme, mais c'est ce qu'il faut bien comprendre. C'est nous, Fabera, on est là pour vous aider à utiliser la donnée dont vous disposez déjà. Ce qu'on se propose de faire avec la solution Fabera, c'est de réaliser la cotation de vos produits facilement grâce à votre historique. Quand je parle de produits, je parle de pièces sur plan. Nous, ce qu'on aime, c'est le mouton à 5 pattes, le truc qu'on voit jamais, qui est toujours différent de la pièce précédente. Et notre job chez Fabera, ça va être d'analyser ce mouton à 5 pattes et de vous dire comment on va la fabriquer dans votre entreprise et derrière, quel va être son prix de revient. Ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'aujourd'hui, ils arrivent à réduire par 2 le temps de traitement à une demande de devis. Ils augmentent de facto le nombre de devis qui partent en fabrication. Ils arrivent à fiabiliser le chiffrage parce qu'aujourd'hui, c'est plus fait par un tableau Excel, mais c'est fait par une solution qui est partagée dans l'entreprise. Et surtout, on transmet le savoir. Nous, on a un peu ce qu'on appelle des Didier dans des entreprises de la sous-traitance industrielle. C'est des bonhommes qui sont là depuis quelques années, qui connaissent parfaitement l'outil de production, qui ont dans leur tête tout le savoir de chiffrage. Ce savoir de chiffrage, ils l'ont appliqué dans les gammes qu'ils ont réalisées. Et aujourd'hui, quand nos Didier ils partent à la retraite, eh ben, c'est toute l'expertise qui s'en va. Notre job chez Fabera, c'est de permettre à toute l'entreprise de profiter de l'expertise de Didier pour qu'on puisse faire du chiffrage, qu'on soit un super expert ou un personnel un peu novice.
Comment ça fonctionne? Ça se veut assez simple. L'objectif, encore une fois, c'est pas que ça soit seulement Didier qui utilise la plateforme, mais que ce soit bien les chargés d'affaires, les personnes un peu plus juniors. On vient soumettre à la plateforme un plan 3D et ou un plan en 2 dimensions. Ce que fait Fabera, c'est qu'elle vient analyser ces différents plans. Donc, dans le plan 3D, elle va sortir tous les critères topographiques de la pièce, sa dimension, ses formes, ses trous. Dans les plans 2D, elle va sortir cette fois-ci tous les critères techniques, tolérance, état de surface, les trous taraudés qu'on voit pas, les traitements de surface particuliers. Derrière, elle va créer la carte d'identité de ce fameux mouton à 5 pattes qu'on va soumettre à l'algorithme de chiffrage qu'on aura entraîné. Une fois que c'est fait, on est capable de vous fournir un rapport de chiffrage. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et surtout, on est capable d'identifier quand notre intelligence artificielle, elle hallucine. Et on vous le fait savoir. Et c'est là où on vous dit, attention, on a fait une estimation de coût. On pense qu'on hallucine un peu au regard de l'historique que vous nous avez communiqué. Merci de contacter soit Didier, soit son adjoint pour descendre dans le chiffrage. Ça, c'est une capture d'écran de la plateforme. Là, ce que vous voyez, c'est le chiffrage d'une référence, cette référence-là. Cette référence-là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est composée de sous-références. Donc, en fait, c'est un assemblage. Au sein de cet assemblage, on va avoir des pièces sur plan, les fameux moutons à 5 pattes, mais on va avoir aussi des consommables, de la boulonnerie, de la visserie. Nous, ce qu'on est capable de faire, c'est d'éclater le modèle 3D, d'identifier ce qui est de la pièce d'hôtellerie que vous allez fabriquer chez vous, et surtout, ce qui est de consommables que vous allez acheter sur l'étagère. Pour les pièces de consommables, on va simplement remonter le prix de revient unitaire, et ça sera une simple multiplication. Pour les pièces un peu plus mouton à 5 pattes, c'est là où c'est intéressant. On va venir détailler 3 coûts. Le coût de la matière première. Donc là, on est sur un exemple de tôlerie. Donc on vient prendre le déplié de la pièce, le mettre dans une tôle, calculer la consommation de tôle par pièce. Et derrière, on vient vous donner un prix matière pour la pièce. Et en fait, là où se situe l'intelligence artificielle Fabera, c'est plutôt dans la deuxième partie. On repère des formes, et en fait, ces formes, on va regarder comment, dans le passé, vous les avez traitées dans votre société. Une fois qu'on a bien compris comment vous les avez traitées, on va vous détailler une gamme de fabrication avec un temps de préparation, un temps de cycle par pièce, les taux que vous nous avez communiqués, et in fine, le prix de revient de la pièce. Comment on arrive à ce que les marges d'erreur soient faibles? Aujourd'hui, on a des marges d'erreur qui sont situées autour de 15% pour des entreprises de tôlerie, chaudronnerie et usinage. Le 15%, il est propre à chacune de nos entreprises. Ça veut dire qu'en fait, si vous soumettez un plan à l'entreprise A qui utilise Fabera et ce même plan à l'entreprise B qui utilise Fabera, elles n'obtiendront pas le même résultat parce que ce ne sont pas les mêmes sociétés, elles n'ont pas les mêmes expertises. Comment on arrive à avoir cette différence? Eh ben, en fait, c'est par l'entraînement de l'algorithme. Je m'explique. Avant de pouvoir déployer cet outil dans vos équipes, on passe par une phase d'entraînement algorithmique. Donc, vous allez nous communiquer ce qu'on a dans votre ERP, c'est-à-dire plutôt les gammes, les gammes précédemment déployées. On va aller chercher dans votre serveur les plans 3D, les plans 2D. Nous, notre travail chez Fabera, ça va être de faire un lien entre ces gammes historiques et ces plans. Ça, c'est notre boulot. Une fois qu'on a fait ça, on envoie tout ça à l'algorithme générique Fabera et on vient l'entraîner spécifiquement pour une entreprise donnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre algo vous appartient. C'est pas l'algorithme de votre voisin. Vos données vous appartiennent. Et en fait, on n'a pas de partage de données entre nos clients. Donc, chacun est dans sa ligne d'eau et bosse avec ses données et son algo. Nos données, elles sont hébergées à Paris, dans une cave chez Xavier Niel. C'est la société Scaleway qui nous héberge, 100% français. On n'a pas de LLM. Donc, globalement, on parlait tout à l'heure de Claude et des autres LLM. Quand vous mettez un plan en 2D d'un de vos clients dans Claude ou dans ChatGPT, ça part sur les serveurs américains. On ne sait pas trop ce qu'ils en font. Nous, on fait pas ça. Nous, toutes nos données, elles sont basées en France. Tous nos outils sont basés en France. Et du coup, on n'a pas de fuite de données à ce niveau-là. Donc, on se retrouve avec notre modèle, notre algorithme entraîné, et c'est comme ça qu'on arrive à faire un chiffrage ultra spécifique à votre société,
et qu'on arrive à avoir effectivement un chiffrage différent en fonction des entreprises qui utilisent Fabera. Là, je vous ai présenté le cas d'usage d'un de nos clients, qui est le groupe Exaline, qui est basé à côté de Bourg-en-Bresse, dans le 01. C'est une boîte qui fait tôlerie-chaudronnerie. Eux nous ont communiqué 500 plans 3D et 500 chiffrages historiques. Avec ça, on a pu entraîner un algorithme. Et aujourd'hui, chez eux, on arrive à une marge d'erreur en moyenne de 12%. C'est-à-dire 6% à la baisse, 6% à la hausse. Donc nous, notre travail, c'est bien de calculer des prix de revient sur lesquels on vient poser une marge commerciale. Donc on arrive à atténuer ces fameux 6%. C'est quoi le gain pour Exaline? Aujourd'hui, Exaline, ils nous disent, on a réussi à faire grimper notre taux de transformation de quasiment 15 points. En fait, comme ils répondent plus vite aux demandes de devis de la part de leurs clients, eh ben, ils sont normalement, enfin, c'est prouvé, hein, ils augmentent le taux de transformation. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'on a réduit le temps de chiffrage. Avant, il fallait 5 jours pour sortir un devis. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Et surtout, il y a un point, moi, qui me tient à cœur, c'est repositionner le bureau des méthodes sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, on a des méthodistes qui sont des gens hyper capés, qui connaissent parfaitement l'outil de production, et on vient leur prendre de la bande passante pour qu'ils fassent du chiffrage. Mais c'est une erreur. À mon sens, ces méthodistes, leur job, c'est plutôt d'ordonnancer la prod et de la rendre hyper lean, hyper structurée, hyper efficace. Aujourd'hui, ils peuvent pas le faire parce qu'une large partie de leur temps est pris par le chiffrage. Donc nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire chez Exaline, c'était libérer du temps à ces experts-là pour qu'ils puissent bosser sur la prod et non pas sur le chiffrage, d'autant plus que quand on a un taux de transformation de 30%, ça veut dire qu'il y a quand même 70% des chiffrages qu'on réalise qui partent à la poubelle. Ça, c'est quelques-uns de nos clients. On retrouve aussi quelques grands groupes qui sont de plus en plus intéressés par ce qu'on fait. Même si c'est pas notre cœur de cible, ils ont de la donnée, donc on peut bosser avec eux. Avec le groupe Poma qui fabrique, enfin qui plutôt du transport par câble, on est en train de faire quelque chose d'assez intéressant, c'est que on est en train de mettre ses sous-traitants sur Fabera et on va permettre à Poma de solliciter des devis directement sur la plateforme Fabera auprès de ses sous-traitants. Donc ça devrait leur faire gagner du temps. On fait la même chose avec Michelin et NTN doit s'y mettre aussi. Mais sinon, notre cœur de cible, hein, c'est bien le sous-traitant industriel, donc il fait plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut qu'il ait déjà un peu de données. Et on travaille sur des sociétés qui font de la tôlerie, de la chaudronnerie et de l'usinage. Je vais vous passer les vidéos démos, vous pourrez les voir. Comment marchent les projets chez nous? On est obligé de passer par cette phase d'intégration de vos données pour avoir un algorithme spécifique et non pas générique. Une fois que c'est fait, on avance sur la partie formation et utilisation avec une solution qui est derrière fournie sur abonnement. Les données vous appartiennent, donc si demain on travaille plus ensemble, on vous rend toutes vos données. Voilà, j'ai voulu particulièrement aller rapidement pour pas rentrer trop dans le détail, d'autant plus qu'il est 19h49. Mais vous aurez mon contact et je serai ravi d'échanger avec vous si vous avez la moindre question. Merci Antoine. Et juste en termes de coût de licence, tu peux donner des ordres de grandeur de combien ça coûte l'exploitation de cette solution pour qu'on mette en regard par rapport au temps gagné? Les frais d'intégration vont de 5 à 15 000 euros en fonction de la quantité de données qu'on nous partage. Et derrière, l'abonnement mensuel, il va jusqu'à 1600 euros en fonction des options qu'on sélectionne. Ok, merci. Donc tout ça, toujours à remettre en regard du retour sur investissement, du temps gagné, du taux de transfo qui s'améliore, etc., etc. Moi, encore une fois, moi, ce que je veux faire avec cette plateforme, donc, c'est libérer du temps aux méthodes, mais c'est aussi vous permettre de faire croître votre chiffre d'affaires. Si vous augmentez votre taux de transformation, de facto, vous allez arriver à gagner plus de CA, et c'est ça l'objectif, pas seulement le gain de temps. Puis en confort d'utilisation aussi, c'est sûr. Ok, merci beaucoup Antoine. De rien. Et je vous invite à aller rechercher sur YouTube Fabera, vous tapez, vous aurez une démo de l'outil. C'est assez bluffant en fait, le temps de réactivité, je trouve. Donc voilà. Merci Antoine. Je reprends la main. Merci à tous. Allez. Tu peux rester si tu veux. Tac. Donc, pardon, c'est pas ça du tout. Hop. Donc on était là. Je repartage mon écran, c'est bon. Hop.
Donc, maintenant qu'on a vu ça, là, quelques cas d'usage concrets. Donc, on a vu des outils du marché, grand public, avec lesquels qui deviennent de plus en plus puissants. Et on a vu aussi des cas très concrets sur des process métiers ou alors même à l'intérieur de nos systèmes d'information qui travaillent sur nos données sécurisées, sur nos outils métiers du quotidien, nos ERP, AutoCAD, nos logiciels de chiffrage. Donc on voit en fait que les outils et la technologie aujourd'hui, on peut en faire beaucoup de choses. Donc c'était un peu le but en fait de vous montrer l'étendue de ces possibilités-là, sachant qu'il y en a pléthore, donc ça dépend vraiment du sujet. La question qu'on se pose après, c'est on commence par où en fait quand on a ça? Je pense que la première étape, c'est de tester vous-même. Franchement, ça coûte 20 € par mois. Prenez un abonnement sur l'outil que vous voulez, sur Mistral si vous voulez rester en France, sur Claude si vous voulez bénéficier des choses comme ça, Gemini, bref. Prenez, testez sur des cas d'usage du quotidien et allez plus loin. Tout à l'heure, je ne sais pas, on a parlé des outils, je ne sais pas si vous étiez sur les versions payantes des outils. Franchement, le retour, le jeu en vaut largement la chandelle. Donc n'hésitez pas, pour comprendre le fonctionnement, les mécaniques, demandez-lui, testez, corrigez, etc. Pour que vous soyez convaincu, vous, en tant que dirigeant, sur le potentiel de cette techno. Les exemples, je ne vais pas m'attarder là-dessus, on les connaît, hein, sur de la rédaction, de la synthèse, de la traduction, de la recherche, de l'organisation, de l'analyse, on peut faire énormément de choses aujourd'hui, on a montré des trucs, je ne m'attarde pas là-dessus. Sur les outils, pareil, je pourrais vous partager le support si vous voulez, Claude, Mistral, plein d'outils. Le temps est un peu court, donc je passe là-dessus, on pourra en discuter si vous avez des questions. Deuxième étape pour passer à l'action. Si vous êtes une petite boîte, un indépendant ou vraiment une petite structure, ou même une plus grosse, mais que vous voulez travailler sur un cas très concret, en fait, identifiez un cas d'usage concret. On en a vu là, les chiffrages pour les bureaux d'études, l'analyse, le travail dans AutoCAD, le traitement ou le comparatif des devis. Ça, c'est un cas d'usage, ce que j'appelle un cas d'usage. Il faut qu'il ait un impact fort, c'est-à-dire que c'est un sujet sur lequel vous passez beaucoup de temps, ce qui est très pénible à faire, très chronophage, et sur lequel vous avez peu de valeur ajoutée. C'est ça l'impact en gros, et qui se présente relativement souvent. Et sur lequel il y a une complexité faible. Pas facile à appréhender la complexité. On a vu le potentiel des outils aujourd'hui. Donc si on peut le faire avec des outils du marché, donc potentiellement, on peut le faire. L'idée, c'est qu'on commence à tester avec des outils grand public pour voir déjà le niveau d'analyse, d'interprétation, et d'apprécier la qualité du résultat. Puis après, c'est de le mettre en pratique au quotidien et d'ajuster, de corriger. Et si jamais ça marche, vous pouvez aller plus loin et l'automatiser si le retour sur investissement le justifie. C'est exactement ce qu'a fait Anode dans le cas que je présentais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord testé étape par étape sur des outils du marché. Ils ont validé que ça fonctionnait étape par étape. Ils ont investi beaucoup de temps pour chaîner tout le process et avoir des gains qui sont énormes au final. Sur des sujets plus macro, si vous êtes une grosse structure, l'idée c'est d'éviter d'avancer en silo. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'embarquer les collaborateurs. Donc on sensibilise les équipes, on organise ce genre de session, on prend la température, qui l'utilise, qui a peur, qui est vraiment chaud pour y aller, qui est curieux. L'idée c'est de prendre la température, de savoir où en sont vos collaborateurs. Vous les sensibilisez, vous les formez, et après, une fois qu'ils ont cette maturité-là, on peut commencer à cartographier les cas d'usage. Ça, c'est des choses moi, que j'accompagne. Typiquement, là, le cas que j'évoquais ce matin, j'ai rencontré chacun des collaborateurs dans chacun des services. Donc, c'était des ateliers de cartographie. Et on fait toutes les tâches que vous faites, un peu les ateliers dont vous parliez tout à l'heure. C'est quoi les irritants? C'est quoi la tâche pénible qui vous embête le lundi matin à faire? Qu'est-ce qui vous prend du temps? Qu'est-ce qui n'a pas de valeur ajoutée? Qu'est-ce que, dans un monde idéal, vous pourriez faire? Et on essaye d'identifier, de prioriser tous ces sujets-là. Pour se dire, OK, celui-ci, il a un impact énorme et complexe, très complexe techniquement. Celui-ci, en fait, il pourrait peut-être nous faire facilement gagner 3-4 heures par semaine et c'est plutôt facile à faire avec un outil du marché. C'est pas très contraignant niveau sécurité, donc pourquoi pas. Et à partir de là, on construit la feuille de route et après, on mobilise les équipes pour qu'ils soient moteurs de cette démarche-là. L'exemple que je vous montais ce matin, justement, que je vous expliquais tout à l'heure, j'ai 15 personnes de métiers différents qui ont découvert comment utiliser ces outils-là sur des outils très simples, aucune contrainte en termes de sécurité, sur des outils du marché. Et la bonne surprise, c'est une fille qui était aux achats qui me sort des tableaux comparatifs Excel en 5 minutes. Ça lui a fait gagner 3 heures de son temps. Et le responsable de prod qui me sort un applicatif qu'il a modélisé sur son Cloud Cowork en 10 minutes alors qu'il n'avait jamais utilisé l'outil avant. C'est très accessible. Il faut juste ouvrir les portes, montrer et poser le cadre. D'accord ? Et accompagner le déploiement pour aller plus loin après. Quand je dis ça, là, cet exemple-là, dans ce cas concret-là, en identifiant plein de cas d'usage, on a identifié des choses complexes et on a notamment identifié ces problématiques de modélisation 3D, de chiffrage pour le bureau d'études. C'est des sujets qui ressortent
Donc ça, c'est des sujets qu'on va outiller, mais c'est des projets plus conséquents ou qui demandent un investissement plus lourd. Bref, en tout cas, vous pouvez passer à l'action. Et maintenant, une fois qu'on passe à l'action, je ne sais pas... c'était... Donc là, on va avoir une présentation de... C'est Michel de Mappy, pour... En fait, qui va nous expliquer comment on peut financer ces projets-là. Parce que là, on a vu sur la méthode rapidement et on pourra évoquer, et je vous donnerai quelques clés à la fin de la séquence. Maintenant, Michel, si tu peux nous parler des aides qui sont dispo pour financer les projets IA. Ça te va si je bouge Tu veux la souris? Ouais, tu veux, pas de problème, tu peux prendre le poste. Attention. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. J'espère que vous êtes encore un peu en forme. Il reste plus beaucoup de temps, j'interviens à 10 minutes, donc je vais essayer d'être précis, efficace. Je vais forcément être évasif parce que vous connaissez aussi bien que moi le sujet des aides publiques. Est-ce que d'ailleurs parmi vous, certains ont déjà obtenu des aides publiques? Subventions list 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, on a quelques sensibilisés. Vous avez peut-être vu à quel point c'était pénible, à quel point c'était administratif. Et donc notre rôle chez Mappy, c'est de rendre enfin les aides publiques accessibles grâce à votre adhésion au MEDEF. Donc, on va voir comment on y parvient et on va faire aussi le lien avec l'IA. Donc là, ce que je constate, c'est que la majorité d'entre vous n'ont jamais passé le cap, ne sont jamais renseignés, ou peut-être que vous êtes renseignés et vous vous êtes dit que c'était trop complexe, que oula, je perds mes mots. Ça n'était pas forcément utile de dépenser de l'énergie dans la recherche des aides. Donc, bienvenue dans l'océan des aides publiques, avec plus de 11 000 dispositifs qu'on a recensés aujourd'hui pour TPE, PME et ETI. Autre question pour vous réveiller. Qui parmi vous ici représente une TPE? Nous avons une minorité de TPE. Donc, vous êtes plutôt des PME. PME, ok. On a des ETI. Bon, en tout cas, rassurez-vous, il y a des aides pour tout le monde. En tout cas, ce n'est pas la taille qui compte pour l'entreprise. Donc, Mappy, c'est quoi? Mappy, c'est une solution hybride. Au début, on était une plateforme IA pour recenser les aides publiques et les rendre accessibles. Et maintenant, on a ajouté une dimension humaine qui est indispensable parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on parle beaucoup d'IA, mais en fait, vous êtes dans votre business, vous êtes dans l'opérationnel et vous avez envie d'avoir un humain à qui déléguer, à qui parler. Et en plus de ça, dans le monde des aides publiques en France, en tout cas, ce n'est pas le cas dans d'autres pays, mais en France, il y a une dimension éminemment humaine dans le sens où il faut négocier avec les financeurs, il faut discuter avec eux. Et vous connaissez aussi les 12 travaux d'Astérix où il est compliqué d'avoir un agent public au téléphone. Donc, Mappy, c'est une solution plateforme plus humain dont l'ensemble vous permet vraiment de déléguer de A à Z la recherche et l'obtention des financements. L'idée de cette présentation, c'est de vous faire un portrait des aides dans le thème de l'IA. On a fait sous les deux catégories, TPE et PME. Donc, quand je suis une TPE, donc la minorité d'entre vous, oui, il existe encore des aides pour financer un projet de transition numérique qui implique de l'IA. Donc là, à ce titre, voilà, il y a des dispositifs qui existent, on en cite quelques-uns. Comme je vous ai dit, j'allais être évasif puisque j'ai que 10 minutes. Donc, on a l'OPCO, on a la région et la BPI. Quels sont les types d'aides? Principalement des diagnostics. On en parlait tout à l'heure pour se lancer. Comment on se lance? Donc, on a les financeurs publics qui vous mettent à disposition des outils d'analyse de votre situation. Qu'est-ce qu'on fait dans un diagnostic? On va faire un audit, on va identifier les priorités, on va identifier les impacts, et on va vous mettre en place un plan d'action pour vous lancer. Donc, dans les aides, on a les diagnostics. Donc, c'est un type d'aide un peu particulier. C'est une aide qu'on appelle technique, c'est-à-dire qu'on vous met à disposition des experts ou on cofinance cette mise à disposition d'experts. On a aussi donc des subventions et des prêts publics pour vous aider à mettre en place ces outils. Pour les PME, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, pour les PME, oui, il existe des aides dans le thème de l'IA, mais il y a un mais. Ce n'est pas aussi simple que pour les TPE parce que tout simplement, l'enveloppe qui était disponible est terminée aujourd'hui. Donc, on attend de voir si elle va être abondée, mais je ne crois pas que c'est le cas aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, comment, en tant que PME, je peux bénéficier d'une aide publique, donc d'un financement public, dans le cadre d'un projet qui intègre de l'IA. Je vais y venir juste après, mais on va retrouver quand même des diagnostics. Et les diagnostics, par contre, sont nombreux pour les PME, et donc vous pouvez en bénéficier pour votre société.
Et l'idée, si vous voulez bénéficier d'un financement qui intègre un projet IA, ça va être de l'intégrer dans un projet plus global d'investissement. Donc, quand je dis investissement, c'est des équipements, ça peut être des investissements immobiliers, des travaux, des investissements liés à la transition écologique, énergétique, etc. Donc, d'ailleurs, bon, tous ces sujets liés au projet, c'est des sujets qu'on va pouvoir aborder, si vous voulez, après cette présentation. Et donc, en tant que PME, si je veux bénéficier d'une aide publique liée à l'IA, il faudra souvent que je commence par un diagnostic. Ça va être l'étape préalable. Vous allez faire le diagnostic et ce diagnostic va vous amener à d'autres dispositifs qui vont financer un projet global impliquant de l'IA. Voilà, je vous ai dit que ça allait être précis, efficace. Bien sûr, on vous a fait un petit tableau récap que je ne vais pas vous présenter tout de suite. De toute façon, vous êtes fatigué. Par contre, vous allez pouvoir récupérer les slides et retrouver donc cette liste de votre côté. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi ces aides, on a l'OPCO2I qui finance une formation avec diagnostic IA qui est réalisée par votre MEDEF. Donc, n'hésitez pas à contacter Géraldine, ici présente, pour vous aiguiller sur ce sujet. Petite actualité, puisqu'elle est sortie avant-hier, nous avons une aide donc, qui est proposée par OPO, qui est un diagnostic qui va donc financer, donc là on est jusqu'à 16 000 € de mémoire, c'est ça. Alors je ne connais pas toutes les aides par cœur, on en a plus de 11 000 sur la plateforme. Pour ceux d'ailleurs qui ont peut-être déjà fait des recherches, vous connaissez une aide, un site officiel de l'État, qui s'appelle Aide Entreprise, qui recense environ aujourd'hui 2200 aides. Et ce qu'on a remarqué, nous, c'est que quand on faisait des analyses pour nos clients, il y avait toujours des trous dans la raquette. Il fallait qu'on aille sur les sites de chaque financeur pour compléter. En fait, le site ne les référençait pas tous. On se demandait pourquoi. C'est tout simplement parce que le site est basé sur le volontariat des financeurs. Donc, en fait, si les financeurs veulent bien mettre leurs aides sur le site officiel, elles s'y trouveront. Mais sinon, il va falloir les chercher auprès de chaque source. Et donc, parmi ces aides un peu inconnues, Focus OPO vous permet de bénéficier d'un diagnostic qui est vraiment poussé, qui a financé 30 lauréats pour un diagnostic IA sur la région. Aujourd'hui, voilà, vous vous êtes dit, OK, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment je me lance? Comment j'embarque sur le navire dans l'océan des aides? Donc, on a aujourd'hui un accompagnement qui est mis à disposition par votre MEDEF. Donc, votre adhésion vous permet de bénéficier d'un avantage qui est très intéressant, c'est que vous pouvez avoir une recherche gratuite des aides, donc ça s'appelle une feuille de route. Donc, on va pouvoir aller analyser votre projet, votre situation, pour identifier tous les dispositifs mobilisables. On va essayer de les cumuler entre eux et vous dresser donc une feuille de route de comment les obtenir. Et derrière, bien sûr, vous accompagner avec une offre uniquement au succès. Donc, aucun frais fixe parce que c'est votre adhésion qui le prend en charge. Donc, pareil, pour en bénéficier, vous pouvez aller rencontrer Géraldine. Laissez Géraldine tranquille. Géraldine adore recevoir chez des nouveaux adhérents, des adhérents actuels, pour être accompagnés sur les aides publiques. Le processus, comment se passe-t-il de A à Z? Donc, nous, on va aller chercher, on va toquer à la porte de tous les guichets, on va réunir les aides publiques, on va vérifier les conditions d'éligibilité pour ne vous proposer que ce qui vous correspond. Et si on prend le process en entier, une fois qu'on a terminé la recherche des aides, on va donc solliciter les aides. Donc, ça implique de monter les dossiers, de récupérer les documents justificatifs. Donc, on a une personne qui est d'ailleurs dédiée à vous courir après parce qu'on sait que vous êtes sous l'eau, on sait que vous n'aimez pas donner des documents, donc on a quelqu'un pour vous courir après. Et quand on peut le faire, on récupère les documents directement sur Infogreffe parce que nous sommes, MAPI, le I, c'est Infogreffe. Infogreffe est mon associé, et donc on est proche des institutions, ce qui d'ailleurs aussi facilite la sécurisation de vos dossiers. Donc on va solliciter les aides en montant les dossiers, en récupérant les documents et en négociant avec les financeurs publics. Une fois qu'on a obtenu l'accord, quand c'est possible, hein, bien sûr, les aides publiques, ce n'est pas automatique. On ne peut pas avoir 100% de succès. Il y a toujours des décisions politiques, des décisions discrétionnaires. Nous, aujourd'hui, on fait en sorte de maximiser les chances. On est à plus de 90%, mais voilà, il y a toujours des cas où on se retrouve voilà, soit en fin d'enveloppe, soit sur des projets qui ne correspondent pas aux attentes du financeur. Et donc, une fois qu'on a obtenu cet accord, on va donc assurer le suivi et la sécurisation parce que ce n'est pas terminé. Il faudra justifier la bonne réalisation de votre projet auprès du financeur. Pas de questions? C'est bon? OK. Je suis dans les temps. Sinon, j'ai un peu dépassé. Quelques exemples
Vraiment, j'ai donné 2 exemples un peu extrêmes. Un cas, charpente de bois, Merlot. Il paraît que tout le monde connaît Merlot. Donc, on est dans le charpente de bois. On est en train de monter 2 dossiers pour aller jusqu'à 400 000. On a déjà obtenu des dossiers avec eux. Et là-dessus, on est sur un projet vraiment global d'investissement des équipements. Et ça représente 625 000 € de subvention. À l'inverse, un projet un peu moins d'envergure, une TPE, donc une chocolaterie, peut-être que certains d'entre vous viennent de Châtellerault. Mes usines, vous connaissez? Bon, ben, ils font notamment des ateliers de confection de chocolat en plus de leur production. Et on a obtenu donc 35 000 € de subvention et 280 000 € de prêts publics. C'est vrai que dans les aides publiques, je ne vous ai pas tout cité, mais il y a un scope très intéressant de subventions, prêts publics, aides fiscales et sociales, les concours, les appels à projets, etc. Merci de votre attention. Merci Michel. Merci. Bon, on a fini. Attends. 30 secondes. 30 petites secondes. Non, ouais, juste pour conclure, on a fini, on a fait le tour de tous les intervenants. Donc, merci déjà à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir. Si on retient 3 trucs en synthèse, donc on essaye de comprendre vraiment ce qui change. Donc, c'est une innovation technologique transverse majeure qui invite à repenser notre façon de travailler. Voilà. Pour retenir ce que je vous ai dit, hein, l'exécution devient une commodité. Donc, comment mon métier est impacté par rapport à ça? On a vu des cas d'usage concrets, des situations du quotidien, et on voit l'avancée de la techno aujourd'hui. Et sur le plan d'action, bah voilà, commencez par tester vous-même, vraiment, faites l'effort, passez ce temps, etc. Et, identifiez des cas d'usage ou accompagnez vos équipes. On a vu avec Michel qu'il y a des aides qui existent, donc vous pouvez vous faire accompagner avec le MEDEF pour essayer de voir en fonction du projet les financements possibles. Et pour vous aider, moi, à passer à l'action, du coup, c'est des choses que je fais souvent, c'est que je vous invite en fait à retrouver déjà, pas maintenant, donc vous pouvez scanner ça, en gros, vous laissez votre mail et derrière, moi je vous envoie la synthèse du document et de toutes les slides qu'il y a eu, un plan d'action personnalisé par rapport à votre irritant ou les petits sujets que vous mettrez dedans, ça met vraiment 2 minutes à remplir, et les outils, comment vous pouvez vous organiser. Et ce que j'avais fait pour une autre intervention que j'avais donnée au MEDEF, c'est tout un guide pour vous créer vos agences sur Mistral, solution souveraine française, et donc voilà, pas à pas avec les prompts, les vidéos, donc vous pouvez scanner. Ça marche ou pas? Ouais. Il y a peut-être un écran, là, ils mettent une sécurité maintenant, Bitly, là. Il faut juste accepter, et voilà. On enverra le lien à ce moment-là. Ouais, ou j'enverrai le... Oui, ouais, on peut faire ça. Voilà. Vous mettez ça, là, vous mettez poursuivre jusqu'à la destination, et vous arrivez sur le formulaire. OK. Et je vous enverrai ça ce week-end, parce qu'il faut que je prenne le temps de dépiler tout ça. En tout cas, merci beaucoup encore une fois d'avoir été présent. On reste disponible avec tous les intervenants qui sont physiquement sur place. Je crois qu'Antoine est parti. Mais pour répondre à vos questions, prolonger la discussion. Voilà. Merci. Et on peut aller manger, Stéphane, maintenant.